Si c'est simplement une suite, alors la règle du jeu ne change pas. Mais, et voilà le hic. Si vous vous retrouvez confronté à une histoire du passé inédite et que l'exposition dure un peu trop, alors oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Parce que vous n'avez pas affaire à une simple suite, mais au chapitre final d'une trilogie. Hello there. You take the red pill. Nom de Zeus! Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close? Hasta la vista, baby. Salut mes petits amateurs de slasher et bienvenue dans La Saga, le seul podcast 100% coton. Je suis Sofiane et à mes côtés, il est à la fois Jay et Bob. Coucou Zoltan. Ah putain, c'est vrai que tu sais que on en parlera, mais pendant ce moment où il y a Jay et Bob, il y a aussi Wes Craven qui passe. Il y a aussi Wes Craven qui passe. Ouais. Mais merci en tout cas, bonjour à tous. Bonjour à tous. Cette semaine, on retourne en l'an 2000 pour vous parler de Scream 3 de Wes Craven. Et avec nous, il nous vient du plat pays, et vous le connaissez peut-être sous le nom de Az l'épouvantail sur YouTube, où il décrypte le cinéma d'horreur en long, en large et en travers. Salut Azedine. Eh ben, salut à vous, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là pour parler de Scream 3, le film mal aimé de la quadrilogie de Wes Craven. Et t'as l'air chaud pour le défendre, hein, c'est ça? Ah, je suis venu pour ça. Quelle est ta saga préférée? Uniquement au niveau du cinéma d'horreur ou peu importe Peu importe. En dehors de Star Wars. Mais... Du moment que c'est pas Star Wars, ça va. Non, c'est pas Star Wars. Je suis pas forcément le plus grand fan de Star Wars. Si je devais, là, sans réfléchir, il y a deux noms qui me viennent et c'est évidemment des films d'horreur. Donc ma première question n'a plus d'intérêt déjà. C'est la saga Hellraiser que j'aime beaucoup malgré des épisodes très faibles. Ouais. Et alors, il y a la saga des Griffes de la Nuit, initiée par Wes Craven, elle aussi, dont on pourra d'ailleurs sans doute parler un petit peu aujourd'hui, puisqu'il y aura des liens à faire, je pense, sans spoiler. Ouais, carrément. Mais qui est une saga que j'aime beaucoup. Et alors, je suis obligé de citer la saga des films Ring et la saga japonaise, qui, elle aussi, a connu quelques épisodes vraiment... très peu qualitatifs, on va dire, mais que malgré tout, j'aime d'amour. Donc, voilà. Ouais, il y a quand même un truc avec les sagas d'horreur, c'est qu'il n'y a pas du tout ce côté... épopée qu'il y a dans d'autres sagas où vraiment tu suis un personnage sur la longueur, c'est plus des espèces de, il y a plus le côté épisodique quoi. Donc c'est clair qu'il peut y avoir des bons et des moins bons plus souvent qu'ailleurs. Oui, puis il y a aussi ce côté. Parfois, il y a des grandes sagas qui sont quand même écrites pour être des grandes sagas. Avec le cinéma d'horreur, surtout ceux qui ont été initiés dans les années 80-90, on va dire, c'était pas forcément le cas. Tu sais, on attendait plus de voir ça fonctionne bien, on en refait d'autres et on en refait d'autres. Et parfois, quand tu utilises un matériau comme ça, en l'usant vraiment jusqu'à la corde, tu tombes sur des sagas qui finissent malheureusement en autre boudin un petit peu, hein. Alors que ça commençait parfois bien, hein. Est-ce qu'il y a une saga en dehors des films d'horreur que tu aimes particulièrement? Il y en a, hein. Moi j'aime bien encore la trilogie du Seigneur des Anneaux. Je sais pas si on peut la considérer comme une saga, mais en tout cas en termes de trilogie j'aime beaucoup. Je suis un grand, c'est pas une vraie saga non plus, mais je suis un grand fan des Godzilla, des Godzilla japonais, hein. Donc c'est pas vraiment une saga dans le sens où on peut l'entendre, mais en termes d'univers cinématographique, j'aime beaucoup ça. Et alors, j'aime beaucoup les films, on va dire les films de gangsters, que ce soit les films, je sais pas, la trilogie du Parrain, par exemple, ou la trilogie Outrage de Kitano. Tu sais, voilà, si on peut les considérer comme des sagas, j'aime beaucoup tout ça. On considère tout ça comme des sagas. Parfait. Parce que sinon, ce serait un peu triste. Hein. Sinon, on s'amuserait un peu moins. Ouais. Par exemple, on a une saga qu'on considère comme une saga Martin Scorsese, ces films de la mafia, les 3 films, Les Affranchis, Casino et The Irishman, tu vois. J'aime énormément. Et qu'est-ce que la saga Scream représente pour toi? Alors moi, je suis pas forcément le plus grand adorateur des Scream de façon globale. J'aime bien, donc je les porte pas dans mon cœur autant que certains et certaines de mes collègues que vous avez déjà pu recevoir dans l'émission. D'ailleurs, bonsoir à eux et à elles s'ils nous écoutent. J'aime bien, mais voilà, je reconnais certains côtés assez, on va dire, peut-être pas révolutionnaire, mais moderne que Scream a apporté. Je reconnais pas mal de qualités, mais ça s'arrête un peu là, on va dire.
Ouais, j'aime beaucoup les vidéos que tu fais sur ta chaîne, notamment les bestiaires de l'horreur, et j'aime beaucoup celui que tu as fait sur Scream, parce que c'est cool de réussir à analyser les méchants comme ça, de manière Ouais, j'ai bien très aimé cette vidéo aussi. Ouais. premier degré. Enfin, tu sais, tu restes dans l'univers comme... Il y a vraiment un côté très... comme si c'était de la mythologie, quoi. Et c'est très agréable. Clairement. Je trouve ça hyper intéressant comme approche. Ah oui, l'idée c'est vraiment de faire une espèce de biographie fictive de tous ces personnages. Et alors on m'avait reproché, enfin c'est très rare, mais certains commentaires me reprochent de pas faire de l'analyse en tant que telle, surtout dans mes premiers épisodes où je me contentais vraiment de raconter, d'éclaircir l'identité du personnage finalement. Mais parce que c'était vraiment le but, c'était essayer de faire une espèce d'émission un peu encyclopédique sur les méchants de films d'horreur ou même les gentils de temps en temps, comme avec Ash Williams par exemple. Mais du coup, ça me fait plaisir de savoir que tu aimes bien ce côté-là, parce que ouais, moi j'adore un peu recenser des personnages, les analyser, suivre, surtout quand c'est des sagas à 10 épisodes, tu vois, il y a plein c'est ça, ouais. C'est vrai que moi, je me suis fait tous les gros que tu as fait, Jason, Freddy et même Halloween et Scream aussi, et c'est hyper agréable parce que justement, il y a le côté factuel où en fait, tu sais pas, tu te retrouves pas à partir dans des trucs qui déplairaient à qui que ce soit. C'est-à-dire que tu restes tellement sur les clous que c'est hyper... pour quelqu'un qui connaît pas, c'est hyper instructif. Et t'as quand même réussi à me spoiler tout Scream, mais en fait, je me rends compte que j'avais totalement oublié. Parce que là, je savais pas du tout qui était le tueur dans cet épisode, malgré le fait que je l'avais vu dans la vidéo à l'époque. Donc, figure-toi que la première fois que j'ai vu, bon, peut-être que j'anticipe un peu trop, mais la première fois que j'ai vu Scream 3, j'étais assez jeune, hein, je l'avais vu pas longtemps après sa sortie, et quand je l'ai vu, quand le personnage du tueur était apparu, je me suis demandé sur le moment, attends, c'est qui lui? J'ai pas compris qui était le tueur la première fois que je l'avais vu. Enfin bon, bref. On a eu un peu ça avec Mickey et la femme dans le 2. Dans le 2, ouais, c'est vrai que... Un peu, mais c'est qui Ah oui, c'est eux, ouais, d'accord. Ce deuxième tueur, il a un peu ce côté-là, c'est vrai. Ouais, voilà. Ça faisait un peu remplissage. Et vu qu'on parle de Scream, bien sûr, on est obligé de poser la question ultime. C'est quoi ton film d'horreur préféré? La fameuse. Moi, mon film d'horreur préféré, c'est Ringu de Hideo Nakata. Hein, c'est pas vraiment un secret. Qui a lancé mon amour pour la J-horror, notamment. J'adore ce film. Donc, bon, on sait qui est invité quand on en parlera. Ah, ça, clairement. Là, on pourra faire un podcast de 3 heures si vous voulez. Parce que je peux confirmer que c'est dans le chapeau. Des bonnes idées, là. Et d'ailleurs, Sofiane, j'en profite. La semaine dernière, j'avais oublié un que j'aime beaucoup. C'est Get Out, moi. Voilà, parce que mine de rien, j'avais galéré à trouver. Excellent. Et c'est vrai que Get Out, c'est un des récents qui m'a vraiment marqué. Ouais. Donc, Scream 3, la fin de la trilogie Scream, puisqu'il n'y en aura pas d'autres après, hein, on est d'accord? Ah bah oui, tout à fait. Ouais. Donc, presque personne voulait revenir pour ce film, en gros. Wes Craven voulait pas revenir. Et en fait, il est parti en bras de fer avec Miramax en leur disant « Je veux bien revenir si vous acceptez de produire son musical Music of the Heart avec Meryl Streep. » Et c'est son seul film en dehors du genre horreur ou thriller. D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un l'a déjà vu ici. Oui, je l'ai vu et malheureusement, quoi, j'ai pas du tout aimé. C'est pas top. Non. Ouais, c'est moyennement reçu et plutôt oublié. Hein. Voilà, quoi. Et en gros, il a clairement accepté de faire Scream 3 s'il le laissait faire ce film-là, quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, il le dit même dans le film. Il y a un clin d'œil à ce fait-là. Hein. Il y a un moment, tu as Roman, le réalisateur de Stab 3 dans le film, qui le dit. Oh non, moi je voulais pas faire de film d'horreur, moi à la base je voulais faire un film romantique et on m'a obligé à faire ce film d'horreur, machin. Et là tu sens que, et on va en parler beaucoup de ça, parce qu'on sent que Wes Craven a beaucoup évacué sa frustration dans tout le film. Hein. Complètement, ouais. On sent aussi que c'est beaucoup plus un film, parce que Wes Craven, au niveau de l'écriture, il n'était pas trop impliqué sur les deux premiers, alors que là j'ai l'impression que vraiment il a plus pris les choses en main. De ce que lui disait, c'est parce que j'oublie toujours le prénom du scénariste de ce film, mais je sais que ça s'appelle Kruger, et ça s'invente pas quand même. R.N. Kruger. R.N. Kruger, c'est ça. Parce que Williamson n'était pas disponible, il me semble. Oui, voilà, en fait, Williamson, lui, il était en train de réaliser Mrs. Tingle, qui a fait un bide total, et qui a plus ou moins mis fin à sa carrière de réalisateur, puisqu'ensuite il est retourné bosser à la télé. Tu l'as vu? Ah ouais, avec Katie Holmes, hein, c'est ça? Ah, je sais pas du tout. C'était nul, c'est avec cette prof là. C'est ça, c'est des élèves qui séquestrent une prof et qui en fait, la prof ça devient un méchant de slasher quoi.
Mais Il y avait un côté un c'est peu poussif. rigolo, mais c'était un peu poussif, c'est le mot. Bah, c'était l'époque où ils faisaient les ersatz de Scream un peu à toutes les sauces. Il y avait The Faculty qui était sorti bien, un peu dans la même époque, qui était bien, mais qui était mine de rien finalement qui découle un peu de Scream aussi, quoi. Totalement. Ouais. Tu vois. Et Sam Mrs. Tingle, c'était un peu le mauvais côté de la Scream Exploitation, quoi. Et lui aussi, il avait fait I Know What You Did Last Summer. À chaque fois, j'arrive pas à souvenir du titre en français. Souviens-toi l'été dernier. Pour le coup, la traduction est assez littérale pour le coup. Je sais, mais ça me... mais ça, on est vraiment dans du copier-coller de Scream quand même, hein. Comme les légendes urbaines et compagnie, on était vraiment sur on surfait sur la vague de ces nouveaux slashers, beaucoup plus pour ado, entre guillemets, à ce moment-là. Enfin, on changeait de style, quoi. Où il y avait toujours un grand couteau sur le poster, tu vois. Ouais, clairement. Ou un crochet. Autant Urban Legend, je trouve que le concept est plutôt rigolo sur le premier. Enfin, tu vois, moi, après, le 2 et le 3, c'est les très ça, c'est ça s'essouffle très vite. Mais souviens-toi l'été dernier, j'ai toujours trouvé ça tout pourri, quoi. Franchement... Oui, puis après, il y a toujours pire, évidemment, parce qu'on a eu plein, hein. Même les grandes sagas de slasher commençaient à copier. Halloween, c'était le meilleur exemple. Qui commençait à dire, ça a marché, Scream, on va un peu recopier, histoire de... C'est un peu triste. C'est quoi, c'est Résurrection qui est sorti un peu même dans 20 ans après, commençait déjà à copier un peu Scream, mais on était loin des plus mauvais épisodes de la saga, mais il y avait déjà une ambiance très Scream pour moi dans ces 20 ans après ou 20 ans plus tard, je sais plus très bien en français. Mais Résurrection, là, on a tout perdu, là. C'était vraiment les abîmes. Donc Kevin Williamson a tout de même écrit une 30aine de pages pour finir sa trilogie. Ça se serait passé à Woodsboro, donc pendant le tournage de Stab 3. Et les tueurs auraient été un groupe de fans, donc un fan club de Stab. Et à la fin, Sidney serait arrivé dans la maison où il y a eu tous les crimes. Et tous les gens étaient morts par terre, sauf qu'ils se relèvent tous d'un seul coup et on se rend compte que tout le groupe, genre les 10 personnes, ce sont tous les tueurs, en fait. Tout le monde est un tueur dans la scène. Et ça aurait été ça, la fin du film, quoi. Je sais pas. À chaque fois quand j'entends, parce que j'avais déjà entendu cette anecdote, je sais jamais trop quoi en penser, puisque le film n'existe pas, mais quand j'entends ça, moi, ça me... Ouais, bon... Ouais, et je crois qu'il a réutilisé l'idée dans une série qu'il a fait par la suite. Ah, c'est possible. Ouais. Mais pour revenir à Kruger, je sais que Kruger avait été appelé un peu pas en catastrophe, mais qu'il a écrit une grosse partie du scénar, même dans l'avion, j'avais lu, ou même le jour même, pendant le tournage et tout, et que Wes Craven était pas très content de pas mal de choses, donc il arrêtait pas de repasser derrière, notamment pour tout ce qui concerne les personnages. Wes Craven n'arrêtait pas de revenir pour qu'ils correspondent plus à ce qu'ils étaient dans les films d'avant, enfin... En tout cas, c'est ce que lui disait, qu'il avait dû beaucoup corriger le scénario, finalement. Oui, parce qu'en fait, ces bâtards de frères Weinstein, ils décident d'ignorer les idées de Williamson totalement et d'engager donc Ehren Kruger pour écrire le film, qui est surtout connu comme le scénariste de 3 Transformers, Ghost in the Shell, donc la version live action, et bientôt Top Gun 2. Donc, il a quand même une carrière, hein, je veux dire. Elle n'est pas très bonne, mais elle est là, quoi. Et comme tu disais, ils ont commencé le tournage sans avoir un script fini. Ils devaient écrire au jour le jour, quoi, plus ou moins. Il y a eu pas mal de problèmes. Hein. Je sais aussi que... Il y a Columbine, par exemple. Oui, et du coup, on leur demandait d'aseptiser le film au possible. Voilà, En fait, c'est au tout début de la production, il y a eu Columbine, je crois, genre la veille du début de la production. Et donc, les producteurs ont décidé de mettre le gore de côté et de se focaliser sur l'humour. D'ailleurs, il y a aussi une phrase là-dessus dans le film. Hein, je crois que c'est qui dit, mais je crois que c'est le producteur joué par Lance Henriksen qui dit à un moment comme si la violence dans les films d'horreur influençait la violence dans la vraie vie, un truc du genre. Il dit ça aux policiers au début du film, la première fois qu'on voit une phrase du genre. Quoi. Ouais, et le mec lui répond, le film s'appelle Stab et ils ont été stabés. Ouais, c'est ça. Et là, même la tête de Lance Henriksen, moi j'adore Lance Henriksen, hein, ça va revenir aussi pendant le podcast, mais la tête qu'il fait après cette réplique, tu te dis, mais c'est quoi ces flics? Moi, j'y crois pas. Pendant tout le film, ces flics, j'y ai pas cru. Mais bon, soit on en parlera après. Matthew Lillard, donc qui jouait Stu dans le premier, a dit en interview qu'il avait été contacté pour reprendre le rôle de Stu. Donc, qui ne serait pas mort, mais qui aurait été en prison pendant tout ce temps. Ouais. Et qui, en fait, aurait orchestré les meurtres de lycéens depuis sa prison. Mais qu'en fait, l'idée a été abandonnée à cause de Columbine. C'était ça l'idée de base, apparemment. Voilà. Donc, Stu qui revient comme ça, bon, en fait, il n'est pas mort, quoi. Mais il voulait aussi garder... comment ça s'appelle ? Randy aussi, ouais. Il y avait un délire avec Randy aussi. Et il disait que sa famille l'aurait gardé en sécurité, caché, et qu'après, finalement, on le revoit, il était vivant depuis tout ce temps. Et tu dis, mais heureusement qu'ils n'ont pas fait ça, parce que là...
Et les studios voulaient même que l'on ne voit pas de sang Ouais, ou incroyable. de mort à l'écran. Ouais. Mais Wes Craven, il a fait non, mais ça. À un moment, ça va, quoi. Ça va pas être possible, les gars, quoi. Donc vraiment, il voulait clairement faire une sorte de parodie de Scream au final. C'est ça que j'ai l'impression qu'ils voulaient faire les producteurs, puisque au final, ça ressemblerait à quoi si t'enlèves le gore, t'enlèves les meurtres de Scream, qu'est-ce qui reste au final? À ce moment-là, ça prouve juste qu'effectivement, ce qu'ils veulent, c'est pas faire un bon film, c'est sortir un nouveau Scream, quoi. Ouais, Voilà. c'est surfer sur la licence, ouais, c'est Exactement, ça. Pour le coup. c'est ça. On dit, tu sors un poster, voilà, regardez le poster, Scream 3, les gens vont aller le voir. C'est un peu ça qu'on a en tête à ce moment-là, c'est un peu triste, mais bon. Neve Campbell, elle aussi, elle voulait pas revenir. C'est ça. Elle a accepté de revenir que pour 20 jours de tournage. Ouais. Donc c'est pour ça que, en gros, on voit pas beaucoup Sydney dans le film quand tu réfléchis. Sydney, elle est très peu présente, quoi. Donc, c'est clair. Alors là, ils ont dû encore changer le scénario à cause de ça, à pas mal de niveaux, pour mettre un peu plus l'accent sur les personnages de Courtney Cox et David Arquette. Qui étaient les seuls contents de revenir au final. Et encore, parce qu'ils ont dû arrêter leur lune de miel, je crois. En fait, ils se sont rencontrés donc sur Scream, où ils se tournaient un petit peu autour. Ils ont commencé à sortir ensemble dans le 2 et ils se sont mariés juste avant le 3. Voilà, c'est ça. Ouais, mais je sais qu'ils ont dû revenir en catastrophe de leur lune de miel. Ils ont dû l'arrêter pour pouvoir arriver. Ouais. Ça faisait chier tout le monde, ce film, quoi. C'est un drôle de truc. Le timing a l'air super mal choisi. On tient compte des disponibilités de personnes, mais en même temps, on veut que tout le monde revienne. C'est un peu étrange quand même. Ça a été fait un peu à la va comme je te pousse, quoi. En plus, déjà que on disait que le gros problème du 2, c'est qu'ils avaient complètement, ils avaient fait un film en 6 mois à peine, hein, je crois, si je me trompe pas. Et là, on se dit bon, ils ont pris un peu plus leur temps, mais quand tu réfléchis, en fait, le film a été réalisé en 99. Donc, ils ont pris que 1 an et demi, un truc comme ça, entre les deux. Au final, il n'y a pas eu tant de temps que ça. Et donc, ça se sent, quoi. Ça se sent que là, encore une fois, c'est encore rush, quoi. C'est encore trop fait à la va-vite, quoi. Voilà. Un budget de 40 millions en plus. Ouais, c'est le plus cher, je crois. 20 millions de plus presque que le 2. Le décor, il est impressionnant quand même. Hein. Ah, et quand même, quoi. De reconstituer Whitborough en studio, c'est quand même pas rien. Hein. Non, c'est David Arquette surtout, à mon avis, il devait demander beaucoup, hein, parce qu'il il est en demande, hein, David Arquette. Attends, il y a tout le monde qui veut avoir David Arquette dans son film, donc. Ça s'est confirmé par la suite d'ailleurs. Bah oui. Vas-y, cite-moi un autre film avec David Arquette. Ouais, j'en ai aucune idée. Vas-y. Il y a Attack. Attack, en effet. Ouais. Un chef-d'œuvre en plus. Avec la fameuse réplique, c'était pas un cactus, qui m'a marqué dans mon enfance, allez savoir pourquoi. Oh, je m'en rappelle plus, moi. Il y avait Scarlett aussi dans ce film, Scarlett Johansson. Et un box-office de 160 millions, donc 10 millions de moins que le deuxième, donc ça reste quand même dans la même fourchette que les 2 films précédents. Mais je crois surtout que c'était une des plus grosses ouvertures de tous les temps pour un film d'horreur. Ouais, ça a été battu après par Harry Potter. Ah, pour un film d'horreur, oui, pardon, c'est vrai. Oui, mais même dans la période, c'était une des plus grosses ouvertures. Ouais. En effet, ensuite, le bouche à oreille a dû un petit peu abaisser le calmer, truc. Parce que, en sachant qu'ils avaient décidé vraiment carrément de l'ouvrir dans le plus grand des secrets. Hein. Les journalistes n'avaient pas été invités il n'y avait pas eu de projection de presse. Ça a été projeté juste pour l'équipe et les producteurs un peu dans le plus grand des secrets, soi-disant de peur que les spoilers n'envahissent Internet, mais je crois qu'ils n'étaient pas très sûrs d'eux par rapport à ce film. Donc, ouais, en tout cas, j'ai écouté le commentaire audio qui est pas très intéressant parce que c'est t'as reçu le coffret, ça y est ? Non, mais je l'ai trouvé sur Internet, le commentaire audio. J'ai toujours pas reçu mon coffret. Toujours parti ton coffret. Je suis dégoûté. Et donc, le commentaire audio, c'est fait par des membres de l'équipe. Je crois qu'il y a le monteur, il y a une productrice, bref. Et il disait qu'en effet, c'était vraiment par peur des spoilers. Il y avait une espèce de psychose à l'époque parce qu'Internet avait pris son essor et qu'il voulait absolument pas que ce qui est des projections test ou quoi que ce soit. Et bon, au final, ça les avait tous. Enfin, et ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas eu un film qui avait été vu par personne avant la première, quoi. Ouais, c'est rare. Ils expliquaient que c'était un sentiment qu'ils avaient plus, quoi. C'est pas souvent un bon signe. Ouais. Ben moi, j'y crois pas trop à cette explication du spoiler, même si en soi, j'ai pas de raison de pas y croire. Mais c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'ils avaient plus peur que le film ait des reviews un peu négatives, quoi, dans la presse. C'est possible. Après, c'est vrai qu'ils avaient quand même une psychose dans le sens où ils avaient trois scénarios différents avec 3 fins différentes. Il a tourné des trucs un peu alternatifs pour brouiller les pistes. Après, j'y vois aussi un lien avec le film lui-même. Ça, personnellement, encore une fois, on aura l'occasion d'en parler à ce moment-là, un peu plus tard. Bah ouais, passons au film. Allez, c'est parti. Le fameux.
Nous sommes à Hollywood et Cotton Weary parle à son agent sur son téléphone dans sa voiture. J'adore, ça te remet dans l'époque, tu vois. Il a un vieux téléphone portable et il a un téléphone dans sa voiture en même temps. Quand soudain, il reçoit un appel d'une demoiselle Ghostface. Le truc qu'on dit souvent, c'est que le meilleur truc dans les Scream, c'est la première scène. Ouais, celle-ci, c'est pas le cas. Hein. Est-ce que vous trouvez que ça rentre dans le panthéon Ouais, non, moi, cette ouverture, pour être honnête, quand je l'ai revue il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était pour faire le bestiaire de l'horreur, d'ailleurs, j'avais oublié qu'on voyait Cotton Weary dans ce film et j'avais oublié cette ouverture. En fait, il n'est pas là beaucoup parce que l'acteur était occupé aussi. Il était censé avoir un plus grand rôle dans le film. J'avais lu qu'il avait insisté pour que son personnage retire sa veste. Enlève sa veste, ouais. Exactement, ouais. Si t'apparais 5 minutes dans un film, autant montrer que t'es bien foutu. Oui, il a eu une meilleure carrière par la suite, lui, en tout cas, que juste montrer ses muscles au début de Scream 3. En plus, on tombe un peu dans le cliché de la blonde qui prend sa douche au début du film, là. Il fait les mêmes plans que dans la parodie, dans Stab, en fait. C'est exactement le même plan. Sauf que là, c'est sérieux, là. C'est vraiment le premier meurtre du film. Donc, c'est assez étrange comme choix. En fait, avec ce film, c'est plus une théorie qu'une vraie analyse ou quoi que ce soit. Mais... j'ai tout un raisonnement pour en arriver à cette conclusion-là. Donc là, ça sort un peu de nulle part. Mais moi, j'ai pas l'impression d'assister vraiment à un vrai film. Il y a tellement ce mélange entre la réalité et le film qui est une obsession chez Wes Craven dans les 10-15 dernières années de carrière, en sachant qu'il n'a pas énormément tourné. Il y a eu quelques années de blanc à la fin de sa carrière. Mais après, à partir de Freddy sort de la nuit, il avait cette volonté de mélanger les réalités, et notamment avec le cinéma, que pour moi, dans ce film-là, il s'en donne vraiment à cœur joie. Il fait ce qu'il voulait faire avec Freddy sort de la nuit à l'époque. Et à la fin, moi, j'ai pas forcément l'impression qu'on a vraiment assisté à la vraie vie. Et j'expliquerai un peu plus pourquoi quand on aura parlé d'autres éléments, parce que là, ça va sembler un peu ubuesque. Qu'est-ce que vous pensez du fait que c'est à Hollywood, le film? Vous aimez bien l'idée ou... Totalement. Moi, je trouve que c'est un peu logique dans l'évolution du truc, parce qu'on commence au lycée, ensuite on évolue avec l'université, et étant donné qu'elle veut être actrice et que tout tourne autour des films, etc., c'est un peu logique que l'étape ultime, ce soit Hollywood. Moi, j'aime bien c'est même plus à propos que la fac, en vrai. Je trouve que, pour le coup, vu qu'il y a un côté méta, en vrai, cette idée de tournage de film, ça aurait dû être Scream 2, en fait. Plus intéressant de passer directement à cette étape-là, les acteurs qui rejouent le premier film meurent, que de passer par le 2 qui finalement apporte pas grand-chose au schmilblick avec le côté universitaire et tout. Et si, il y a la mère de Billy. C'est important, la mère de Billy. C'est vrai que c'est important, la mère de Billy. Après, j'aimais bien, en tout cas pour le personnage de Sidney, je trouvais que ça apportait quand même quelque chose. C'était la continuité de la jeune fille qui devient une adulte au fur et à mesure. Et maintenant, on sait que il y a un Scream 4, il paraît, qui est sorti il n'y a pas si longtemps et où on voit une Sidney totalement adulte. Pour son cheminement à elle, personnel, j'aime encore bien le 2. Et je le trouve relativement logique, mais je préfère l'idée du 3 où, en plus... Je continue de le penser que c'est beaucoup plus une idée que Wes Craven avait envie, avec laquelle il avait envie de jouer, cette idée de mélanger son propre film Scream 1 avec autre chose. C'est ça en fait, ouais. Tu sens que l'étape méta de ce que Scream a posé comme base le premier, l'étape méta d'après, c'est ça en fait. C'est le fait d'explorer le côté méta plus avec... le film dans le film qui est en fait le premier film. Tu vois, et là le truc c'est que ça arrive... vu que c'est le tournage de Stab 3, mais que t'as les personnages, t'as l'impression qu'ils reconstituent un peu les meurtres de Whitborough qui sont supposés être le premier. Ouais, donc déjà, le film dans le film, il est pas très cohérent. C'est un remake. Non, mais même pas, tu vois, tu comprends pas trop. Et en fait, tu sens clairement que la volonté, ça aurait été de coller les deux trucs, quoi. Et que l'étape du 2, le 2 existe, il est là, il y a pas de problème, mais il apporte rien à la réflexion méta, à part Randy qui fait ses théories, mais ça, je veux dire, c'est du méta de bas étage, quoi. En plus, ils décrivent des trucs pour finalement tomber dans le truc. Alors que là, il y a vraiment une idée où ça peut aller plus loin, et comme tu dis, ça permet tout un sous-texte qui s'autorise à faire, et on va pouvoir en parler sur notamment la production et le rapport producteur et problématique, que à mon avis,
je trouve pas le film extraordinaire, mais en tout cas, tu sens que le réal est habité par une idée. Je trouve que c'est ce sous-texte et cette idée qui donne ses qualités au film, et que si tu lui enlèves ça, c'est quand même difficile. Hein. Ouais, non, mais moi je trouve aussi que c'est une très très bonne idée. Et oui, ça permet au film de s'assumer pleinement dans son méta, plutôt que de faire plus des clins d'œil à la caméra par-ci par-là. Là, je trouve que c'est un peu plus assumé totalement. Hélas, c'est vendu dans un produit qui est super aseptisé. Ouais. Si ça avait été vraiment fait dans le même état d'esprit que le premier Scream, ça aurait pu être un très bon film. Mais bon, hélas, c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est clair. Après, je me souviens quand la dernière fois que je l'avais regardé, je m'étais fait la réflexion qu'en vrai, pour tourner un film d'horreur, quel meilleur décor, entre guillemets, qu'un décor de film d'horreur. Ah bah ouais, je trouvais que ça marchait à mort. Et d'ailleurs, les scènes sont pas mal. La scène où elle ouvre la porte et qu'elle a deux doigts de tomber dans un décor et tout. Enfin, il y a des bonnes idées, quoi. Très clairement, et en plus, il me semble que cette scène-là, elle n'était même pas écrite, que Wes Craven avait ce délire-là en tête, qu'il a fait reconstruire Woodsboro en décor de studio comme ça, et qu'après il s'est dit, ok, on va utiliser ça, on va faire une scène là-dedans. Et c'est vrai que même en termes de cohérence, après il y a pas mal de scènes où on peut se poser des questions dans le film, je trouve. Et là, tu sais, le tueur, il vient, il attaque, puis il part, on sait pas très bien pourquoi, il revient pas. Là, il y a un truc qui va pas, et on sent que, bah ouais, c'était peut-être pas écrit, quoi. Wes Craven trouvait ça cool. Avec ses décors. Pour le coup, il y a des moments où il y a vraiment même un dédoublement de tueurs quasi évident, et bon, bah, le film ne racontera pas ça, donc c'est vrai que c'est un peu troublant. Il y a des moments dans le film où vraiment tu sors du film en te posant la question, et là, c'est qu'il y a un petit problème quand même. Hein, et vous en pensez quoi de la device qu'ils ont trouvé en plus pour donner un peu plus de force au tueur, qui est le fait qu'il peut prendre les voix des gens? Il est dans Star Trek, là? Ouais. C'est un peu facile, mais... Je trouve ça complètement con. Je trouve que c'est un des pires trucs du film parce que c'est complètement surnaturel comme truc. C'est un truc qui n'existe pas dans la vraie vie, alors que Scream était toujours basé sur des choses assez réelles. Et je trouve que l'idée est bien parce que ça permet tu sais vraiment pas qui est le tueur, tu sais vraiment pas à qui tu parles à chaque fois que c'est au téléphone. Mais juste que c'est pas du tout logique en fait. Il n'aurait pas dû pouvoir prendre les voix de tout le monde là. Comment il a la voix de la mère de Sydney, enfin tu vois, il y a des. Encore il a la voix de Cotton, l'autre il a la télé tout le temps, il y a moyen de jouer avec sa voix, ok. Mais pourquoi est-ce qu'il aurait la voix de la mère de Sydney qui est morte parce qu'il a fait des films sur elle. Ah oui, c'est vrai. À chaque fois, il est de loin et tout. Il a plus... Oui, mais même, il a la voix de tout le monde, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord, c'est idiot. Mais il y a plusieurs trucs qui vont dans ce sens-là. C'est comme le gilet pare-balles invincible. Hein. On te tire 50 fois dessus, presque à bout portant, mais il n'y a aucun problème. Tu n'as aucune séquelle, tu n'as rien du tout. Bon, moi, j'y vois aussi quelque chose de surnaturel, mais ça me dérange encore une fois pas plus que ça, parce que je vois vraiment de plus en plus ce film comme le film a conscience de n'être, entre guillemets, qu'un film, et enfin bon, et il joue un peu avec ça, j'ai l'impression. Maintenant, ça fait aussi un peu excuse pour accepter tout un tas d'incohérences et de facilité, hein, je l'admets. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, le fait qu'il se soit aseptisé, ça fait que l'idée, elle tombe un peu à la flotte, parce que la première séquence où la fille, la copine de Cotton pense que c'est lui le tueur, et finalement, elle lui fout un petit coup, elle lui fout un coup de club de golf dans la tête. Mais ça aurait été la même chose en mode gore, un peu, genre elle le trucide, tu vois, parce qu'elle a peur. J'ai cru que quelqu'un, justement, allait mourir à cause de ça, justement. Pendant tout le film, je me suis dit, il y a forcément quelqu'un qui va vraiment mourir parce que l'autre, il se fait passer pour lui. Et il n'y a pas une seule fois où il y a eu ça, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Et puis même, qu'au début, quoi. Ouais. Et il y a même des moments où tu comprends pas. Il y a le moment où on sait que le tueur, c'est Roman, le réalisateur. Il appelle la fille, la blonde qui tue dans le studio, il l'appelle en utilisant sa vraie voix, et ça lui attire même des problèmes parce qu'il se fait arrêter par la police à cause de ça. Tu dis, mais mec, t'as les voix de tout le monde. Pourquoi tu prends ce risque-là? C'est vraiment... Moi, là, à ce moment-là, je pense pas que ce soit lui le tueur. Mais le problème, c'est que ça met d'abord tout le monde sur la piste que c'est lui le tueur. Ouais, ça, c'est le film qui fait exprès. Il te le met en premier. Ouais, c'est pour. Voilà, pour qu'ensuite tu te dises, bon, bah, c'est pas lui, parce que lui, au début, voilà. Comme ils ont fait avec Billy dans le premier, en fait, c'est exactement la même chose, quoi. Le problème, c'est qu'ici, je trouve que ça marche pas vraiment une fois que tu sais que c'est lui le tueur et qu'il a ses outils. Je trouve que c'est un énorme risque, alors qu'il peut prendre la voix de n'importe qui d'autre. Et bah, ça marche mieux si tu veux mettre les soupçons sur quelqu'un d'autre, de te faire passer pour quelqu'un d'autre. Enfin, surtout si tu as cet outil un peu magique qui te permet de vraiment fausser les pistes. Et alors, oui, le film, il fait ça. Bon, les autres Scream of the
aussi. Hein. Passer tout le temps à te faire croire que c'est comme la fille qui vole les déguisements de Ghostface et qui a même mis les bottes. Tu dis, mais pourquoi tu mets les bottes? C'est juste pour que le spectateur se dise, ah, c'est peut-être elle. Et il y en a plein des moments comme ça. Il y en a beaucoup. Ouais, et c'est des fausses pistes un peu grossières, quoi. C'est ok. Je les ai toutes notées, donc on va se marrer. Alors, vous êtes fan de 100% Cotton, c'est vrai? Oui, à 110%. C'est bien ça. Et pourquoi vous ne dites pas qui vous êtes? Oh, quel vilain garçon ce Cotton. Que veut dire votre petit ami? Pourquoi pensez-vous que j'ai une amie? Je le sais. Je suis juste à côté de sa salle de bain. Sydney élève désormais des chefs dans le Vercors, c'est un peu ça son truc maintenant. Monterrey, dans le Mexique. Elle travaille sur une ligne de crise pour les femmes. Est-ce que vous aimez bien ce développement de l'arc de Sydney qui désormais vit seule, enfermée, loin de tout le monde, avec une nouvelle identité? Ouais. Bon, moi, j'aimais bien le fait qu'elle fasse ça, qu'elle aide des femmes en difficulté ou quoi. J'aimais bien cette idée-là, mais je trouve qu'elle n'amène rien. En fait, elle débouche sur rien, cette idée. Et ça me déçoit un peu à chaque fois. Bah, pour le coup, c'est vraiment le perso fantôme du film, Sydney, quoi. Enfin, je veux dire, t'as une histoire qui finalement tourne autour d'elle, mais le perso, il est pas là, quoi. Donc, dans ce film-là, il est clairement pas là. Elle apparaît qu'une fois dans les 30 premières minutes. Ensuite, elle réapparaît. Elle est dans le poste de police pendant une bonne partie de tout le truc. C'est plus un film sur Gail et Dewey, au final, ce film. Tout à fait. Par contre, moi, ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est toutes les apparitions de sa mère, où elle psychose complètement et elle voit... Même si quand j'étais gamin, je vous avoue que c'est les scènes qui me faisaient le plus peur du film. C'était ce moment où tu sais, où t'as sa mère un peu zombifiée, blême, qui apparaît à la fenêtre. Elle est pas mal, cette séquence. Hein. C'est une vraie séquence horrifique. Ouais, mais d'accord, mais je trouve que ça veut dire quoi? Qu'elle est folle? Ça veut dire... Elle sort de nulle part, cette scène. C'est tellement ridicule. Et en fait... Non, mais je parle de manière formelle, tu vois. La gueule de la mère est flippante. Moi, à ce moment-là, c'était ce qui m'avait fait le plus peur du film. Alors après, on sait que Ghostface, il mettait cette espèce de drap ensanglanté sur la tête qui me fait toujours penser aux Griffes de la Nuit et à Tina, avec son linceul, les fameuses scènes du linceul. Et on sait que là, bon, c'est le Ghostface, c'est Roman qui le fait, mais il y a plusieurs moments quand même où elle voit sa propre mère, où elle entend sa voix, et ça ne débouche sur rien, ça, dans le film. On n'a pas vraiment d'explication, on n'a pas vraiment de... Enfin, je trouve que c'est mal utilisé, en tout cas. Ouais, c'est clair. En plus, c'est un PTSD qui sort de nulle part. Que la mère revienne à ce point-là. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est vrai que... Mais tu vois, si à la limite, on nous expliquait qu'elle a ces espèces de visions parce que elle est perturbée, vu que sa mère, il y a un tueur qui dépose des photos. Mais il n'y a même pas de lien entre les deux. Elle sait même pas, les premières fois qu'elle revoit sa mère, elle sait même pas qu'il y a des tueurs qui déposent des photos de sa mère. Donc tu dis, mais comment ça se fait? C'est un peu, encore une fois, c'est un peu facile. Si, approche, maman de votre mari. Tout cette fille va mourir. Tu es une vraie malédiction. Tu es comme moi. Tu es comme moi. Stab 3 est en tournage. Alors, on a du beau monde. Hein. On a Bishop, pour commencer. On a Jenny McCarthy. On a Emily Mortimer. Je ne savais pas du tout qu'elle était dans ce film. Ah ouais. On a Patrick Dempsey. Et Parker Posey. On a encore une fois un bon cast assez solide quand même pour les personnages sans secondaires. compter les caméos. Mais pour Mortimer, il me semble qu'en plus, ça a posé des problèmes parce qu'elle n'avait pas de permis de travail pour les États-Unis et elle a dû passer par le Canada, faire des démarches un peu spéciales pour pouvoir venir bosser. Donc, et parce qu'elle est très anglaise. Très anglaise. Qu'est-ce que vous pensez du personnage de Parker Posey qui joue la fausse Gail dans le film, qui est un peu le ressort comique du film, hein. Elle est là pendant presque tout le film. Je sais que apparemment énormément de gens la détestent, donc qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on a déjà parlé de Parker Posey 2-3 fois. Dans Superman Returns. Et dans un autre film encore, je sais plus lequel, mais donc qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, moi franchement, ça passe. Je trouve que l'idée est gaulerie, le personnage n'est pas plus agaçant que ça. Après... ça rentre dans ce côté comique du film, léger du film. Donc, une fois que tu adhères au ton, je trouve pas que le perso soit particulièrement en décalage avec le reste, quoi.
Moi, ce que j'adore, c'est cette idée de chaque personnage a son double qui le joue dans Stab. Ouais, mais justement, ça aurait été plus... Enfin, je trouve que c'est le seul qui est poussé un peu loin et que c'est sympa les autres. Mais c'est aussi pour le personnage de Gale, hein, évidemment. Elle se rend compte un peu de elle, de ses manies agaçantes, etc. Même si les personnages se ressemblent finalement pas tant que ça, leur rivalité la met un peu face à elle-même, je trouve. Et moi, j'aime bien ça pour la construction du personnage de Gale. Moi, ce que j'aime moins avec son personnage à elle, c'est le côté un peu je suis une actrice et du coup elle en fait des tonnes à chaque fois en jouant toujours expressément très mal, et ça parfois ça me pèse un peu, mais oui, c'est le ressort comique un peu basique, on va dire, de la situation, quoi. Ah, ça me fait penser à Stu, en fait, où Matthew Lillard faisait un peu le même genre de performance complètement over the top, à faire des grimaces et des machins et les bidules, et je me dis peut-être que dans Scream il faut un personnage comme ça à chaque fois. Ouais, un personnage dans ce genre-là, ça fonctionne, quoi, je trouve. Ouais. Il n'y en avait pas dans le 2, j'ai l'impression, un personnage un peu le... Ouais, Randy, quoi. Dans le 2. Et le caméraman qui était un peu comme ça. Mais... Ouais, voilà. Après, ici, je trouve qu'elle remplit quand même plusieurs rôles au-delà du rôle du ressort comique. Et je l'aime quand même bien, ce personnage, même si elle a des manies un peu agaçantes, mais elle est écrite pour ça, quoi. C'est l'idée. Et Patrick Dempsey qui joue un flic. Alors moi, ça, le flic, j'ai un gros problème avec. Moi, enfin, les policiers dans ce film, au début, ils font leur enquête, quoi, normal, mais à la fin, je trouve que on n'en fait rien. Il y a rien avec ce flic qui sert à rien dans la scène finale. Ok, parce que le flingue qu'il donne n'est finalement. Enfin oui, il est utilisé pour tirer la balle dans le crâne à Roman dans l'éternelle scène du dernier sursaut du méchant, pour ce qui est plus le clin d'œil ou la blague des Scream qu'un vrai truc effectif. Donc je trouve qu'il apporte vraiment pas grand-chose ou rien. Il est vraiment uniquement là pour brouiller les pistes à 2-3 moments, nous faire croire que c'est peut-être lui le tueur. Il y a ce côté-là. Et le fait qu'il me semble on en fasse aucune mention en plus dans Scream 4, c'est pas la faute de Scream 3, mais me fait encore moins l'aimer. Je me dis, c'est quoi ce personnage qui est sorti de nulle part, qui sert pas à grand chose et qui disparaît après. C'était comme pour dire Sidney, elle pourrait avoir un futur avec ce mec. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient finir là. Hein. Ils pensaient que c'était la fin, la trilogie. Donc le fait qu'il soit là dans la dernière scène, ça fait penser un petit peu au fait qu'ils se disent, ah regardez, Sidney, elle a peut-être trouvé un mec gentil. Voilà, quoi. En sachant qu'en plus, il me semble qu'à la base, il n'était pas du tout prévu pour être dans la scène finale. Ouais, ils l'ont rajouté au dernier moment. Ouais, et ils se sont dit, mais attends, il faut terminer son arc, il faut le mettre. Mais ça se sent parce que il a rien dans cette scène, il apporte rien en fait. Il se fait assommer direct. Mais je trouve que de toute façon, la scène finale du film, elle tire en longueur, elle s'éternise. Ton rôle te plaît pas? Ce qui me déplaît, c'est que je me paie un rôle de minette alors que j'ai bientôt 30 ans. Ce qui me déplaît, c'est de crever toute nue. Gale a une frange horrible, on peut enfin en parler, ça y est, hein, on nous avait dit un petit peu dans le premier épisode que les cheveux de Gale c'était quelque chose. Apparemment, c'était une idée de David Arquette qui lui dit de se faire une coupe un peu à la pin-up des années 50. Je comprends pourquoi les filles en parlaient, parce que mon Dieu, comment c'est possible qu'une actrice, ils auraient dû mettre une perruque, c'est pas possible. Bah, c'est ce qu'ils ont fait en plus pour Neve Campbell. Neve Campbell, elle a une perruque. Ouais, mais non, mais Gale, quoi. Enfin, quand même. Après, ça m'a pas. Franchement, ça m'a pas gêné, mais je trouve que même ses vêtements sont un peu ridicules pendant tout le film, mais. Voilà, ça m'a pas plus gêné que ça. J'ai l'impression que ça faisait un peu la meuf qui se prend pour une star et qui veut à chaque fois montrer qu'elle est une star et que du coup, ça rentre un peu dans son personnage d'être un peu elle a une coupe de cheveux différente à chaque film, hein, ça rentre dans le truc, quoi. C'est comme Bulma dans Dragon Ball. Ouais, un peu. Dewey est devenu consultant sur le film. Ouais. Donc maintenant, c'est clairement les deux personnages principaux du film. Ouais. Donc, et le truc avec Dewey, c'est que toutes les scènes dans lesquelles il est, on a tendance à pas les prendre au sérieux. Ouais. C'est un personnage plus que quand même assez plus drôle que sérieux. Et le fait qu'il soit beaucoup plus présent dans ce film-là, ça ajoute encore plus au côté humoristique du film, je trouve. En sachant qu'en plus, il est dans des scènes qui, tu sais pas très bien. Enfin, moi, je pense à la scène du couteau. Quand Ghostface lui lance le couteau et que ça atterrit du côté du manche sur son front et que ça l'assomme. Je sais jamais trop ce que je dois ressentir devant cette scène. Moi, elle me fait
plus ou moins marré en me disant mais attends, est-ce qu'il a fait exprès de lancer le couteau comme ça? En vrai, je pense qu'il faut lâcher le mot qui est important, c'est juste que c'est Scooby-Doo, quoi. Ouais, mais clairement, oui, c'est vraiment ça. Parce que là, moi, cette scène, je me suis dit, est-ce que Ghostface fait exprès de pas le tuer? C'est quoi ce délire? Pourquoi est-ce qu'on a cette scène où Ghostface passe pour un branquignol? Je vois pas d'autres mots. Bah, globalement, de toute façon, ouais, le film entre les enquêteurs un peu branquignoles et le méchant branquignol, ça fait vraiment penser à Scooby-Doo. Il aurait pu tuer 30 fois Gale et Dewey, il les tue jamais. Tu dis à un moment, bon, c'est bon, ils vont survivre de toute façon. Non, et en plus, voilà, le personnage principal du film, c'est Dewey, quoi. Donc, c'est quand même, c'est clairement une comédie. Ça n'a plus rien à voir avec un film d'horreur. Au final, tu peux pas avoir un film d'horreur avec ton leading man qui tu rigoles à chaque fois parce qu'il va marcher sur une peau de banane pendant tout le film, quoi. C'est comme tu dis, c'est Scooby-Doo et c'est encore pire dans la scène finale, mais on va y revenir. Mais là, c'est du Scooby-Doo mélangé à du Cluedo, tu vois. C'est ça ressemble plus du tout à Scream au final. Mais autant dans le 4 en plus, ils ont remis un peu. Ils ont redonné un peu du crédit à Dewey, justement, peut-être parce qu'ils se sont rendus compte que ça, mais dans le 3, ils passent tout le film, en plus, à le décrédibiliser à chaque fois. Tu sais, avec le garde du corps, là, qui le traite comme un moins que rien, et il accepte à chaque fois, il dit pas trop, il répond pas vraiment à ses provocations. Il y a plein de moments où tu dis, mais il faudrait qu'on nous la montre, cette fibre héroïque qu'il a en lui, parce qu'on en a besoin quand même pour croire que c'est lui qui, dans la maison, peut sauver tout le monde. Enfin, on ne croit pas vraiment. Et puis entre nous, Dewey et Gale qui se tournent autour, c'est le 3e film. C'est le 3e film où on nous dit qu'ils ont des on and off relationship, mais c'est le 3e film. Puis ça continue dans le 4 de mémoire. Non, mais qu'ils soient ensemble, mais on en a marre au bout d'un moment. C'est que ça, c'est quoi? C'est Ross et Rachel leur truc. Enfin, ça dure sur 3 films pour nous dire qu'au final ils sont ensemble, pas ensemble. Oui, ils sont ensemble. Non, ils étaient ensemble entre les films et puis maintenant. En plus, je trouve que c'est pas très bien géré avec cette longue séquence de café où ils s'expliquent, ils te font toute la backstory de leur histoire. Enfin, ça fait vraiment très laborieux, quoi. Ouais, complètement. Par contre, j'aime bien le fait que, puisqu'ils sont partis du principe qu'au début de ce film, ils sont plus ensemble, ils ont eu des disputes, tout ce que vous voulez. Et j'aime bien le fait que Dewey on sait pas très bien quelle est la relation qu'il a avec la fausse Gale. Ça, je trouvais que ça apportait quand même pigeon. Bah oui, clairement. Mais lui, c'est parce que il est obsédé par Gale, quoi. Bon, je vois pas d'autres. Et alors. J'aimais bien ce côté-là dans ces retrouvailles, on va dire. Et je trouve encore une fois qu'on n'en fait pas grand-chose. Puisque finalement, dès que Gale revient, ça paraît évident que il est toujours amoureux d'elle, quoi. Ouais, il a choisi très rapidement. C'est clair. Il n'y a pas vraiment de suspense à ce niveau-là, quoi. Un truc qui m'a complètement sorti du film dès le début, c'est l'apparition de Jay et Bob. Donc Scream est officiellement dans le View Askew Universe de Kevin Smith, et ça plus Carrie Fisher, ça m'a complètement sorti du film, quoi. Enfin, je regarde pas Scream pour avoir des caméos et pour avoir des trucs dans ce genre. C'est Miramax qui se branle parce qu'ils ont Kevin Smith et ils ont ça, alors ils se sont dit on va mettre les deux ensemble, et je trouve ça ajoute encore. T'as l'impression de regarder une parodie, t'as l'impression de regarder vraiment une sorte d'univers parallèle de Scream, à moitié avec un pied complètement dans la parodie, et l'autre qui touche à peine le gore, même pas, quoi. Mais moi, je trouve que ça va toujours dans le sens du faux film. Le film sait que c'est un film, et on reste dans cette espèce de bulle-là. Et même Carrie Fisher, personnellement, moi, j'aime quand même bien, parce que je trouve que ça va complètement dans ce sens-là. D'autant qu'elle a plus ou moins écrit elle-même ses lignes de dialogue avec la fameuse phrase sur George Lucas qui m'a quand même fait sourire, et qui va toujours dans la même lignée de ce que Wes Craven a voulu raconter avec ce film, visiblement. Et il a voulu taper sur Hollywood et sur tout le monde, on dirait. Donc, mais oui, j'ai vraiment cette impression-là persistante pendant tout le film que on a donc des personnages, puisque de base, on le sait, Scream, c'est un film, des personnages joués par des acteurs qui rencontrent d'autres
d'autres acteurs qui jouent des acteurs, qui jouent leurs personnages. Enfin, et pour moi, il y a un truc vraiment avec ça qui est assez intéressant. Alors, je dis pas que c'est toujours très bien exploité. Ouais, je crois que tu crois que le film est plus intelligent qu'il ne l'est, là. Non, je pense qu'il a pas tort. Ouais, moi, en tout cas, cette dimension-là, je l'aperçois aussi. Ils ont mis Kevin Smith et son pote pour dire, pour faire un gros message sur ça, c'est parce que c'est un film inspiré d'un film inspiré d'un film. Je pense que ils avaient Kevin Smith et ils se sont dit, viens, on le met dans le film, quoi. Je suis à peu près probablement, sûr. mais ça rentre quand même finalement, ça rentre dans cette idée que voilà, ici, c'est Hollywood, c'est peut-être même le vrai Hollywood. Nous, on regarde. Ouais, on brise le 4e mur, quoi. Ça, mais moi, j'ai l'impression, en fait, que, tu vois, on a Roman, on a ce personnage qui est donc un tueur, qui est réalisateur d'un film, en fait, on le regarde réaliser Stab 3, en fait. Bon, j'ai presque l'impression que ce Scream 3, c'est Stab 3, et on le regarde, tous les meurtres qu'il commet, finalement, dans ce film, il ne tue que des gens qui jouent dans son film, il ne tue personne d'autre, à part la copine Ouais, et le garde du corps aussi. Et le garde du corps, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a le garde du corps. Le garde du corps incarné par Puddy de Seinfeld, et que je trouve génial comme mec. Il est génial. Et qui est aussi une espèce de comic relief finalement, parce que bon, il fait pas grand chose, quoi. Mais du coup, il y a ce côté où j'ai l'impression de regarder, tu sais, tu pourrais presque prendre ce film, j'exagère évidemment, là je pars trop loin, mais on pourrait presque prendre ce film comme voilà, c'est le making of de Stab 3, et on regarde, on regarde comment il a tourné son film. Surtout au début, je trouve que cette dimension, elle est très présente avec jusqu'à la scène où ils lisent le scénario et qu'il y a le truc qui se passe en même temps. Il y avait vraiment des trucs plutôt bien pensé à ce niveau-là, assez ingénieux. Et on sent qu'à côté de ça, il y a d'autres scènes qui ne sont pas écrites dans le même sens. Et que du coup, en termes de cohérence, ça me perd en chemin, on va dire. Pour le coup, tout ce qui fonctionne, c'est dès que ça parle de film dans le film. Ouais, c'est vrai que la séquence avec Jenny McCarthy qui lit ses lignes de dialogue, qui sont ce que le tueur lui dit au téléphone, et que ça se mélange jusqu'à ce que ça dérive pour devenir le meurtre. C'est pas mal, parce que c'est vrai que en fait ça ancre le fait que dans la vraie vie du film, la fiction se culbute, et que ça fait une seule œuvre qu'on regarde. Et c'est pour ça que je trouve que Jay Silent Bob, c'est pas si anodin que ça. C'est que ça arrive à un moment où ils sortent du studio, et qu'au moment où tu sors du studio, tu tombes sur ces personnages-là qui sont des personnages de fiction, mais qui sont à la fois très anodins. Tu vois, il y a un côté où ça brouille encore les pistes, quoi. Tu te dis, en effet, t'as beau sortir du studio, tu restes quand même dans un monde un peu de fiction qui ressemble au film que t'as vu, quoi. Mais après, je suis d'accord qu'il y a le côté caméo un peu bas de gamme. Et puis, par exemple, il y a d'autres idées qui vont dans ce sens, parce qu'à la base, Wes Craven, il devait jouer le producteur qui est joué par Lance Henriksen, finalement. Il voulait jouer ce producteur-là, mais je crois que finalement, le rôle était devenu trop important, et que du coup, il n'est pas acteur, quoi. Il a laissé la place. Et il y en a plein d'autres, des petits caméos de ouais, je crois qu'il y a Roger Corman aussi. Il y a Roger Corman, oui, tout à fait. Qui est donc un grand producteur de films, de série B. C'est plus ou moins l'inspiration derrière le producteur dans le film, là. Lui, je pense que c'est Weinstein, pour le coup. Oui, c'est Weinstein. Non, parce qu'il travaille depuis des années dans les films d'horreur, des petits films d'horreur. Je parle de ça. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il a ce côté où, en effet, il a le côté. C'est un mélange de Corman et Weinstein. Ouais, mais après, les Weinstein, faut pas oublier qu'ils ont commencé vraiment quasiment, avec la saga Hellraiser, etc. C'était eux aussi à la base. Ils ont fait beaucoup dans l'horreur, les Weinstein. On a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais il y a beaucoup de réalisateurs dans le cinéma d'horreur qui détestent les Weinstein depuis très longtemps, parce qu'ils ont tous eu des problèmes avec eux, quoi. Donc ça colle toujours pour moi avec les Weinstein, parce que là, c'est pour Roger Corman qui a à ma connaissance, aucune casserole. Non, je parlais plus dans le fait que depuis les années 70, il produit des petits films d'horreur. Donc pour moi, ça m'a fait penser à Corman, quoi. Enfin, c'est normal. Ouais, il en a même réalisé dans le film. Donc c'est vrai que ça fait comme Corman. Ouais, voilà, quoi. Donc c'était un petit peu ça qui me faisait penser à Corman. Mais tout le reste du sous-texte sur les Weinstein, bien sûr, il est là. Ça, c'est pas. Mais je trouve que, il y a des bonnes idées, par exemple, dans la scène avec Jenny McCarthy là, que tu disais. Le fait qu'elle se batte avec des faux couteaux, par exemple, la pauvre, elle attrape des faux couteaux, ou elle se cache dans tous les masques, etc. Enfin, ça, c'est quand même des bonnes. Il y a des bonnes idées par-ci par-là. Ouais. Mais le problème, c'est que ça fait pas peur. Non, le film ne fait pas du tout peur. Il n'y a pas un seul moment où. Il y a les moments avec la mère, quoi, finalement. Ouais, mais c'est tellement what the fuck. Ouais, c'est un registre qui n'a rien à voir, en fait. Ça sort un peu du film. On est vraiment dans de l'épouvante, là. Ouais, la seule coup, t'es dans l'exorciste et tu fais, qu'est-ce que c'est Mais c'est vrai que t'as plus du tout ce côté quotidien d'avoir peur parce qu'il y a un tueur dans ta maison, ou d'avoir peur parce qu'il y a un tueur dans ta fac. Enfin, là, vraiment, le tueur,
c'est Scooby-Doo, quoi. C'est juste, tu passes plus ton temps à savoir qui c'est, Ouais, c'est ça, vraiment, qu'en avoir peur, quoi. Bah ouais, puis d'autant que, contrairement aux autres films, t'as un cheminement où tu sais plus ou moins qui va se faire attaquer par le tueur, puisqu'il respecte, même si tu sais pas lequel des 3 scénarios c'est. Et c'est là que je vois une espèce de référence aux fameuses 3 fins de Craven, où il a fait des liens avec la production du film et le film tout le temps. Je sais pas si c'était son moyen de colmater certaines brèches ou pas, j'en sais rien. Mais donc, comme on sait qu'il y a 3 schémas possibles, donc on peut anticiper, enfin la police peut anticiper qui va se faire tuer. On le ressent jamais dans le film puisque les meurtres se passent quand même, alors que la police a les 3 schémas différents en main et devrait pouvoir anticiper qui sera la prochaine victime. Ils ont 3 choix normalement, mais bon, soit ça c'est encore le film et sa logique. Ouais, non mais en plus là où et pour le coup il y a un truc que le film échoue, c'est que t'as jamais peur pour les protagonistes parce que t'es quasiment sûr qu'ils vont s'en tirer, alors que le film essaie de te faire croire que genre une trilogie, le dernier volet, tout peut arriver et tout, ça t'y crois jamais, enfin pour moi, mais parce qu'après je l'ai vu en sachant qu'il y avait le 4 aussi. Ouais, moi je pense qu'ils auraient dû tuer un des personnages s'ils voulaient vraiment frapper un grand coup. Ils ont tué Cotton. Oui, super. Ah ouais, c'est vrai, c'est le seul personnage récurrent qui meurt hein, dans le film. C'est beaucoup plus une enquête, ce film, que les autres, un peu aussi, ouais, non? J'ai l'impression. Oh, clairement. Plus, ouais, mais qui n'est pas une très bonne enquête. Non, mais on essaie quand même, pendant tout le film, de savoir qui est le tueur, alors que dans les autres, c'était un peu plus au second plan. Mais non, c'est ça, ouais, c'est pas fou. Moi, j'ai vraiment l'impression que le but de Wes Craven, là, c'était juste de placer ces petites plaintes contre ces producteurs, contre le système hollywoodien, etc. Parce que le gros de l'enquête, c'est quand même, encore une fois, Gale qui enquête sur la mère de Sydney et qui se retrouve dans ce truc hollywoodien avec des fêtes qui rappellent les fêtes de Polanski, etc. Et comme par hasard, le méchant s'appelle Roman. Alors, est-ce que c'est un hasard, je vous le demande? Oui, je pense que c'est plus une référence à Roman Coppola qui réalisait des films, qui réalisait des clips télé, des oui, pubs, ça parce que qui voulait lancer sa carrière. Personnage. Mais moi, je peux pas m'empêcher de voir le lien avec les fameuses soirées entre producteurs. Les soirées entre Jack Nicholson et Roman Polanski et tout. Ouais. Oui, clairement. C'est ce qui arrive clairement à la mère de Sydney. C'est un truc du même genre. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il vomit son dégoût de toute cette là dans ce film, quoi. Et ça prend plus de place que le côté slasher, finalement, ce côté entre guillemets référence à des trucs qui ont vraiment eu lieu à ce moment-là. Et c'était bien avant le scandale des Weinstein, donc pourtant il y a quand même des liens à faire. Ouais, tout le monde le savait depuis longtemps, cette histoire. Oui, bien sûr, mais c'était... Il y a quand même pas beaucoup de films qui parlent de ce sujet-là comme ça. Rose McGowan, c'était justement en fait agressée par Harvey Weinstein sur le premier Scream. Et il l'avait payé $100,000 pour qu'elle se taise jusqu'à il y a quelques années où elle l'a déclaré. Donc c'était quand même un truc que je pense Wes Craven avait. Ah mais bien sûr. Voilà, elle devait être au courant de ça, j'imagine. C'était forcément un truc. Mais quand tu vois Scream 3, c'est pas possible que ce soit un hasard. Non, c'est impossible. Ça revient tout le temps avec cette actrice. C'est impossible. Qui dit j'ai pas couché avec le producteur pour mourir avec vous, machin. Voilà. Il y a 3 personnages. La référence à coucher avec George Lucas. Enfin, oui, voilà. Et puis il y en a encore une autre, c'est la fausse Gale qui dit aussi ça, qu'elle couche avec le réalisateur. Ouais. Il y en a quand même 3-4 dans le film finalement, donc c'est pas anodin à la fin. Puis bon, il y a quand même toute l'histoire de la mère de Sydney qui voulait devenir actrice, et il y a toutes ces grandes phrases sur Hollywood, sur Hollywood, les innocents ne réussissent pas à Hollywood, je crois qu'il dit. Il dit aussi qu'il y a plein de criminels qui ont très bien cartonné à Hollywood. Il dit quand même des trucs enfin, c'est un film, on est d'accord, mais moi j'y vois des liens assez forts. C'est clair que 15 ans après, avec les révélations qu'on a eues, même 20 ans après, c'est évident que tu te dis, il avait quand même alerté beaucoup et personne n'avait regardé, quoi. Mais c'est sûr que là, à l'époque des Weinstein, ça a été quand même cité, hein, comme le film qui avait été un peu, qui avait tout dit sans qu'on l'ait vu, quoi. Et c'est pas faux, parce que vraiment... C'est dommage que tout ce message soit dans un aussi mauvais film, hein, quand même. C'est vrai, pertinent, c'est intéressant, il y a beaucoup de choses à dire, et ça le dit plus ou moins bien. Mais tout le reste, ça s'effondre, quoi. Mais pour le coup, le parti qui est foiré, c'est le côté enquête. C'est-à-dire que, à part de retrouver que la fille dans les photos, c'est la mère de Sydney jeune,
je veux dire, ça aboutit à que dalle, quoi. En fait, ils n'arrivent pas à s'avancer du tueur, ils s'avancent juste de ce que le tueur leur laisse. Et donc, ça fait une enquête qui n'est pas vraiment une enquête. L'enquête ne résout rien, non. Ah, voilà, c'est ça. Tu vois, et c'est ça le problème, en fait. C'est marqué quoi? Et le tueur va épargner celui qui... Saloperie. Celui qui sentira le gaz. Parlons d'un truc, pour revenir dans le film. La sœur de Randy qui débarque de nulle part et Randy qui nous explique VHS, donc, avec une cassette qu'il a enregistrée avant de mourir, il parle de la fin des trilogies, donc comment les trilogies se terminent. Je trouve cette scène, en fait, je pense que cette scène a été ajoutée pour les fans qui se plaignaient de la mort de Randy dans le film précédent, ça devait très certainement être pour ça. Donc parlons un peu de sa théorie. Le tueur doit être surnaturel. Tout le monde peut mourir, dont Sidney, et le passé reviendra te hanter. Il faut retourner à la source pour apprendre qu'une vérité n'en était pas une, comme dans Le Retour du Jedi ou Le Parrain. Alors j'ai énormément de questions sur ce qu'il vient de te raconter parce qu'il y a aucune logique dans ce qu'il dit, Randy. D'habitude, autant oui, ok, ce qu'il dit, ça tient plus ou moins debout. Mais là, déjà, on va commencer par le tueur doit toujours être surnaturel. Dans quelle saga, trilogie, dans quelle trilogie, à la fin, on apprend que le tueur est surnaturel, mais on apprend que dans le 3e film? Alors, qu'on apprend dans le 3e film, non, mais moi, j'ai vraiment l'impression que... Parce que Wes Craven, à cette époque-là, il s'auto-référençait quand même beaucoup. Moi, c'est un truc que j'ai déjà mis en avant dans certaines vidéos. J'aime pas trop ça quand les réalisateurs font des références à leur propre travail, notamment dans Freddy sort de la nuit, ça n'arrête pas. Bref. Et là, j'ai l'impression que tous les critères qu'il donne là, c'est des critères qui s'appliquent à un seul film, à un seul 3e film, qui est le 3e Freddy. C'est vraiment... Ah ouais, sérieux? Vraiment, ils matchent tous d'une façon ou d'une autre. Tu sais, donc dans le 3e Freddy, sur lequel il a travaillé, notamment à l'écriture, tu as ce côté où déjà tu as la final girl du premier film qui revient, Heather Langenkamp qui campe Nancy Thompson, elle revient affronter Freddy. Tu as Freddy qui est un personnage donc surnaturel, forcément, ça on le sait depuis longtemps, mais soit. Tu as le passé qui revient parce que tu as tout le côté sur le passé de Freddy avec sa mère qui vient en bonne sœur et compagnie. Tu as le côté tout le monde peut mourir parce que finalement Nancy meurt dans ce film-là. Bref. Et alors à chaque fois que je vois ce passage, je me dis, on dirait qu'il parle de Freddy 3. Et après, dans le film, dans Scream 3, il ne respecte aucun de ces points, ou presque. Voilà, en gros, le tueur doit être surnaturel. Il y a juste un petit moment où, en gros, on lui tire dessus et donc il meurt pas, il faut lui mettre une balle dans la tête. Comme tous les autres méchants de Scream. Voilà, il n'y a rien de spécial, quoi. Tout le monde peut mourir, dont Sidney. Au final, personne ne meurt à part tous les acteurs du film, quoi. Enfin, tous les acteurs de Stab 3. Le passé reviendra te hanter. Là, par contre, pour le coup, c'est vrai. C'est vrai. Heureusement, parce que tout le film est basé dessus. Ouais, voilà, ça c'est vrai. Par contre, il faudra retourner à la source pour apprendre qu'une vérité n'en était pas une. Ok, peut-être. D'accord, ça veut dire qu'elle doit retourner à Woodsboro. Sauf qu'elle le fait pas dans le film. Non, la source est plus sur le pourquoi sa mère est une info. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Et pourquoi, comme dans Le Retour du Jedi ou Le Parrain? Parce que je réfléchis dans Le Retour du Jedi, à quel moment on retourne aux sources pour apprendre un truc sur le passé? Non, c'est dans le 2 en plus. Luke et Leia voilà, on apprend juste que Luke et Leia sont frères et sœurs. Et dans le Parrain 3, ok, il retourne en Sicile, mais sa fille, elle meurt. C'est pas pour quand même, c'est pas pour renouer avec son passé, quoi. Et en plus, il fait ça pour expliquer à la base, faire des trilogies un peu horrifiques. Le débat, par exemple, au début du 2, il fonctionnait un petit peu mieux parce que tu étais dans une classe de cinéma où on peut parler de plein de sagas si t'as envie, y a pas de problème. Mais là, à ce moment-là, je comprends pas pourquoi Randy fait des liens avec des films qui ont rien d'horrifique, quoi. C'est vraiment super bizarre. C'est pas les mêmes codes, quoi. Même si ce sont des trilogies, allez. Oui, c'est pas sa meilleure apparition. Non, c'est bizarre. Mais moi, j'aime bien, en vrai, cette scène. J'aime bien le début, surtout, où il arrive à anticiper les réactions de Doom. Ouais, ça, c'est marrant. Je trouve ça totalement débile, mais ça me fait. Mais là où c'est bien, là où la scène est bien, où je trouve que c'est pas mal, c'est qu'il y a ce côté, encore une fois, film dans le film, où on interagit avec ce qui se passe dans un écran. Et il y a plein de moments dans le film où il y a des plans où tu as le personnage
et qui fait un truc avec une fenêtre et il se passe quelque chose de l'autre côté de la fenêtre que moi j'assimile toujours à des écrans, toujours. Et souvent, tu as la fenêtre qui finit par être pétée et le personnage qui était de l'autre côté qui entre, pour moi, qui montre un peu vraiment le mélange entre, encore une fois, ce mélange entre les deux réalités, quoi. Et je trouve que on rejoint un petit peu cette idée avec cette scène-là où tu as cette espèce de pseudo-dialogue entre des personnages qui regardent un écran et ce qui se passe derrière cet écran. Alors que normalement, bon, il n'y a pas de lien, quoi. Je l'avais dit que je ferais un film un de ces quatre. Hein? Oh mon Dieu. Bon. Si vous regardez cette bande, c'est que malheureusement, je n'ai pas survécu au meurtre de la fac de Windsor. Et que me faire dépuceler par Karen Kolchak au vidéoclub était peut-être pas une bonne idée. Karen Kolchak? Oui, Karen Kolchak. Ce boudin? La ferme! C'est une gentille fille, vu? On avait bossé tard, on rangeait les cassettes dans le rayon porno, et voilà. On nous refait la scène des toilettes du premier. À l'identique presque. Ouais. Trop louche, trop bizarre. Alors, ok, donc la fausse Sydney avec le masque, mais en plus elle a les chaussures. Ouais, et non, surtout, ça, elle est montée sur les toilettes alors qu'elle a aucune raison de monter sur les toilettes. Et après, elle disparaît, mais vraiment en 2 secondes, quand Sydney veut lui apporter sa brosse. Ça fait beaucoup de... Et à chaque fois, elle disparaît au moment où il y a des attaques, elle n'est pas là, juste pour vraiment nous faire croire que c'est elle. Mais il y aurait aucune raison que ce soit elle au final. Donc. D'ailleurs, ça, je dois avouer que c'est le personnage de la fausse Sydney. Ils auraient pu tellement en faire quelque chose de bien mieux. Bah ouais, c'est clair. On n'en fait rien de ce personnage. Du tout. Incroyable. En plus, c'est une bonne actrice, Emily Mortimer. En vrai, c'est ce qui manque dans le film, hein, c'est que les alter ego soient des vraies représentations. Enfin, tu vois, fantasmés ou de ce qu'ils étaient supposés incarner, quoi. Tu vois, que le faux Dewey soit un vrai héros, ça aurait été et que tu vois, et que ça fout Dewey dans une espèce de malaise, que justement Sydney, en fait, la meuf, elle vit un truc où en fait, elle rêverait d'être le centre de enfin tu vois, de se faire, enfin, c'est une détraquée, en fait, elle provoque les attaques. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit à la limite, il devait y avoir 2 tueurs, qu'elle en soit l'un des deux. Ça aurait créé un truc avec une espèce de jumeau maléfique, tu vois, un peu le même concept, quoi. Ouais, ça, et qu'elle se fait semblant de se faire attaquer tout le film pour, tu vois, se légitimer encore plus Sydney que Sydney, quoi. Enfin, tu vois, Mais c'est finalement une idée qui est plus ou moins reprise dans le 4, finalement. Celle-là. On l'a pas vu. On l'a pas vu le 4. Alors. Mais enfin bon, pour revenir à cette idée-là, moi je suis vraiment déçu du traitement de ce personnage-là qui sert pas à grand-chose dans le film et qui pourtant survit quasiment tout le film jusqu'à la scène finale. Et enfin, on sait juste que oui. C'est juste une fausse piste, quoi. Oui, voilà, elle sert de fausse piste et c'est comme la plupart des personnages, en fait. C'est ça le problème, c'est que voilà, on se retrouve. C'est pour ça que je disais que ça me faisait penser à Cluedo au final, parce que tu réfléchis à quel. Elle était dans telle pièce avec tel truc. Enfin, c'est vraiment une sorte de Cluedo nul. Ça me fait beaucoup penser au film Cluedo aussi, si vous l'avez pas vu. Moi, c'est très bon film, excellent film. Mais là, ce qui est dommage, c'est que pourquoi pas faire un film à la Cluedo, mais il faut que ça ait un sens. C'est quoi le sens que elle ait volé bon, ok, elle vole le costume pour garder un souvenir, pourquoi pas, mais pourquoi elle est en train de le mettre? Pourquoi elle a les chaussures? Pourquoi elle a cette attitude? Pourquoi elle disparaît tout le temps dans les pires moments? Enfin, c'est juste vraiment des ficelles scénaristiques, quoi. C'est vraiment, voilà, un ressort un peu facile. Mais vous êtes... Non. Oh, mais vous êtes comme... Comme elle, j'ai entendu ça toute ma vie. Fascinant. J'ai failli jouer Princesse Leia. J'étais à 2 doigts. Mais qui l'a joué? Celle qui a couché avec George Lucas. Une scène que je trouve plutôt cool, et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est quand Sydney se retrouve dans sa maison d'enfance reconstituée. Et je tiens à dire quand même que Neve Campbell est très bien dans ce film. Je la trouve très bien. Voilà, je l'ai pas trop dit dans les 2 films d'avant, mais dans ce film-là, je la trouve très bien. On la voit pas beaucoup, hélas, mais ce qu'elle a à faire, elle le fait très bien. Et cette scène est super cool. L'idée est très intéressante au final. Mais pour moi, ça fait encore une fois très Freddy Krueger, bizarrement. Hein. Tu sais, cette espèce de décor qui ressemble à un genre de labyrinthe un peu cauchemardesque, où tu ouvres une porte, tu peux tomber dans le vide, machin. Moi, ça me fait beaucoup penser à la saga Freddy. Et encore une fois, à cette perte de repère. Tu sais, elle est décontenancée parce qu'elle est projetée dans son passé, finalement, avec sa maison reproduite à l'identique, etc. Et il y a de nouveau ce mélange
entre plusieurs réalités. D'ailleurs, quand elle sort de cette scène-là, quand elle est avec le flic, elle dit clairement le tueur était là à Woodsboro, et le flic lui dit mais on n'est pas à Woodsboro. J'aimais bien ces deux petites lignes de dialogue qui donnent un peu de sens à tout l'ensemble, je trouve. Ça veut nous faire ça essaie de nous montrer aussi qu'elle perd un peu la tête, Sidney, sur les bords. Elle est en train de... Elle imagine ça vient sa pas de nulle mère, part, là, pour le coup. elle imagine sa mère, elle se dit qu'elle est chez elle. Il y a beaucoup plus de délire où on se demande, un peu comme dans la scène des toilettes du premier, où on se demandait si elle l'imaginait ou pas. Et là, c'est beaucoup plus ça dans ce film, quand même, où on se demande si elle perd la tête, Sidney, quand même. Les limites, je trouve qu'il n'y avait pas besoin que le cadavre de la mère se relève et tout, quoi. Tu vois, je trouve que la vision de la chambre avec limite un cadavre un peu plus graphique de sa mère aurait été vraiment flippant, quoi. Tu vois, parce qu'ils auraient pu faire... Et le fait qu'elle se relève, qu'elle parle, qu'il y a un fantôme qui débarque et tout, ça coupe un peu le... Ouais, on dirait qu'il y a une sorte de problème dans le film, c'est un problème de ton déjà, où tu passes d'une scène drôle à une scène où d'un seul coup il y a un fantôme qui attaque à la fenêtre et ensuite à une scène de police. Enfin, tu vois, il y a trop de films en un et ils savent pas sur quelle chaise. C'est déjà quelque chose que certains reprochent à tous les scripts en fait, même au premier. Il y a déjà des gens qui reprochent ça. Et ici pour le troisième, pour cette scène-là, en tout cas, je trouve que c'est l'une de celles qui marche le mieux du film en termes de suspense et de tension. Je la trouvais pas mal quand même. C'est celle qui justifie le décor, qui te montre qu'il y avait un potentiel, quoi. C'est vrai que c'est très peu utilisé finalement, alors que ça a dû. Ça aurait dû être le final. Enfin, moi, le final du film, je sais pas pourquoi il est pas dans tout ça. Franchement. Par contre, niveau reconstitution, bien joué, parce que. D'autant que tous les décors avaient été détruits, donc ils ont vraiment. Non, mais je veux dire pour les gens qui ont fait Stab 3. Comment ils ont su tout ce qu'il y avait dans la maison de Sidney? Il y avait des photos ou probablement. Est-ce qu'ils l'ont vraiment reconstitué exactement à l'identique? C'est peut-être Randy qui leur a tout dit vu qu'il était consultant. Il y a même la chatière pleine de sang et tout. Viens faire un bisou à maman, qu'on se réconcilie. C'est la soirée d'anniversaire de Roman avec le cast de Stab 3. Donc c'est là qu'on est vraiment dans le pur Scooby-Doo, donc c'est là qu'on arrive. Il faut démasquer le méchant et le méchant. Et il y a vraiment les mêmes. En fait, c'est le gars du parc d'attractions. Et il y a des passages secrets partout dans la maison. Oui, il y a des passages secrets. On passe une porte, on arrive ailleurs et on croise le méchant et hop après il est à l'autre bout de la maison. Non, c'est vraiment Scooby-Doo. Ça, c'est une super comparaison parce que cette scène finale, c'est vraiment ça. Les passages secrets, ça picote. Ouais, comme tu disais, Zoltan, ça aurait été largement mieux dans le décor, quoi. Enfin, Et puis il y a toujours cette idée de leurs potes se font massacrer un par un tueur, mais on va faire l'anniversaire à 4 là dans cette immense maison. C'est bizarre ça aussi. Et la police en a rien à foutre. Pourquoi? Oui, c'est cette soirée, ils sont 4. Mais oui, c'est quoi cette soirée chelou? Ils sont où le reste du crew et tout? Enfin. En plus, c'est dans la maison du gros producteur. Il a pas invité plein de gens. Il y a pas. Enfin. Il est même pas là. Lui aussi, il est pas là. Il est parce qu'il est séquestré. Parce qu'il est séquestré. On nous essaie de faire. Enfin, ils essaient de nous faire croire un peu que c'est lui par moment quand même. Comme ils essaient de nous faire croire que c'est le flic aussi. Mais d'ailleurs, tu te demandes pourquoi ces gens qui sont de toute évidence menacés par un psychopathe, pourquoi il n'y a pas de flics avec eux? Moi, je ne comprends pas ça. Ils sont en sous-effectif. Dès qu'il y a des flics, ils se font buter comme des merdes ou ils sont inutiles. Il y a Dewey. Il y a Dewey, voilà. Et il encore, il se fait buter un peu comme une merde. Quand il n'est pas consultant de film, il fait quoi, Dewey, en fait? Tu poses la question de dans ce film, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avant, qu'est-ce qu'il fout là vraiment? Moi, j'aurais aimé. Il est consultant sur le film. Oui, on sait, mais j'aimerais savoir comment il est arrivé là. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Oui, c'est ça. Là, il y a cette question où tu te dis, il fallait qu'il soit là quand même. Ça aurait pas été drôle sans Dewey. Ça aurait quand même été plus facile s'il était resté avec sa femme et qu'ils étaient juste venus à deux. Et puis le truc très con aussi de toutes ces scènes, c'est qu'ils passent leur temps à se séparer. Forcément. Mais tout le temps. Genre, ils se retrouvent et ensuite ils gueulent Dewey, Gale, Dewey, Gale. Ils passent leur temps à gueuler comme des cons. Ils se séparent, ils ont peur. Et là, ils gueulent pour essayer de retrouver l'autre personne. Et il y a au moins 3 scènes comme ça. Et tant qu'ils ont un flingue. Ils ont un flingue, ouais. Tiens, prends le flingue. Moi, j'y vais tout seul. Si je le trouve, je le tabasse. Après, j'aime bien l'idée de la chambre avec les miroirs sans teint et tout. Ça c'est cool. Ça installe vraiment un côté malsain sur justement cette maison dont tu parles où en effet tu sens des pics à des vieilles histoires d'Hollywood, de trucs dégueulasses, d'orgies, des orgies des années forcées, 70, des trucs dégueulasses
En effet, la mère de Sidney dans le film, moi, il y a une phrase qui m'a quand même choqué, mais c'est le méchant qui l'a dit, donc on va pas dire que c'est le discours du film, mais le en mode, enfin genre, c'est à cause d'Hollywood que ta mère est devenue ce qu'elle est devenue, et qu'elle se mettait à coucher avec des gens et tout. C'est quand même super bizarre comme. Ouais, c'était vraiment étrange. T'as vraiment l'impression de te dire, mais quoi, cette femme n'a pas le droit d'aller coucher avec qui elle veut, c'est quoi ce délire? Non, mais ça fait 3 films quand même que c'est 3 films où c'est du slut-shaming. Oui, vraiment. 3 films qu'on nous dit, regarde, elle couche avec des hommes mariés à la salope. Elle était là, genre, mais arrêtez un peu, elle est morte. Enfin, elle s'est fait assassiner à cause de toutes ces conneries. Et là, on est encore en plus en train de pisser sur le corps, quoi. C'est vraiment, c'est hallucinant. C'est même pas son choix, quoi. Et là, ça t'explique, ça, que c'est même pas, en fait, elle a même pas le droit d'être vraiment une salope. C'est genre parce qu'elle a été violée, quoi. Voilà, c'est ça. Tu te dis, mais ok, d'accord. Mais après, ce méchant-là, c'est un peu particulier, ce méchant-là. Je trouve qu'il est pas très bien utilisé. C'est quand même vraiment... Enfin, vous me direz, ceux des précédents aussi, mais il y a quand même beaucoup de détraqués qui tournaient autour de la mère de Sidney et autour d'elle, parce que ce type-là, toute sa vie, l'a consacré à Sidney quand même, hein, et à sa mère. Hein, tourner des vidéos de sa mère avec tous ses amants, pour en faire rien pendant des années, à part la montrer soi-disant à Billy Loomis. Puis tu as tous ces plans, juste pour en arriver à Sidney, tu demandes presque, mais... Ok, enfin, tu veux lui reprendre la vie qu'elle t'a soi-disant volée, mais est-ce que ce plan, ça va vraiment dans ce sens-là? Enfin, il y a un moment où il fallait un tueur, quoi. Moi, j'ai vraiment cette sensation. Ouais, bah de toute façon, c'est ce que t'expliques aussi dans ton bestiaire, hein, c'est que Scream, c'est quand même une saga particulière, parce que c'est normalement dans le slasher, c'est le tueur le récurrent, et là, c'est Sidney, donc il y a un moment, pour que ça continue à tourner autour d'elle, bah, faut aller dans des extrémités. Voilà, exactement. Et surtout, en fait. Dans les films d'horreur classiques, on regarde pour le tueur. Ouais. Tu regardes Freddy parce que tu as envie de voir Freddy tuer des gens. Tu vois, enfin, c'est pour ça que tu regardes le film, quoi. Tu regardes pas pour les personnages secondaires. Alors que Scream, ça repose essentiellement sur les personnages secondaires. Et donc, si t'enlèves Sidney pendant la moitié du film, que tu mets ça sur Dewey et Gale, enfin, tu vois, il y a un truc ça perd de l'équilibre. Et au final, le plus important, c'est pas qui est le tueur, c'est comment les personnages se développent. Et je trouve qu'ils assurent pas vraiment ça dans les suites. Je pense qu'au final, Scream aurait été mieux s'il y avait eu qu'un film. Après, moi, il y a des côtés de ce tueur qui sont intéressants, le fait qu'il soit réalisateur de film et que donc il y a pas mal de liens à faire comme je le disais. D'ailleurs, récapitulons un peu le truc, parce qu'en fait, voilà, Maureen s'est faite violer pendant une soirée hollywoodienne par le producteur ou par un des gars, un de ses amis, hein, on ne sait pas vraiment. Plusieurs personnes, donc on ne sait pas. Et elle est tombée enceinte. Donc de ce petit Roman qui est peut-être nommé après Roman Polanski. De toute façon, il ne faut jamais faire confiance à un réalisateur qui s'appelle Roman, c'est bien connu. Et donc lui, c'est le tueur et le demi-frère de Sidney. Donc c'est ce qu'on apprend surtout, et c'est là qu'on entre vraiment dans le domaine du soap opéra. Hein. Enfin, je trouve personnellement que tu sais, c'est ton frère caché que t'as pas découvert depuis des années qui fait genre je sors de nulle part, on n'a pas parlé de moi pendant les 3 films, mais c'est moi qui étais derrière tout. C'est le syndrome de Spectre. Tu vois, oui, c'est clair. James Bond, tu vois, où c'est en vrai c'est Austin Power 3 quoi. Voilà aussi, et Spectre c'est genre c'était moi Monsieur Bond depuis le début qui a formé un tel et qui a formé un tel, et tu te dis mais quand tu regardes les films d'avant il y avait aucun indice, quoi, tu vois. Mais c'est vraiment ça. Et là c'est exactement vu qu'on apprend que Roman a formé Billy pour qu'il tue Maureen. Apparemment, qui lui a montré ces films qui ont... Mais ça, tu vois, ça marche pas. Non, c'est le truc de bien avec Scream, c'est que c'est de loin, là, pour l'instant, des 3 films qu'on a fait, les meilleurs tueurs, c'est Billy et Stu, on est d'accord. C'est de loin les meilleurs tueurs. Longtemps, hein. Voilà. De venir dire qu'il y avait un mec au-dessus d'eux, ça amoindrit le truc, je trouve. Mais surtout que... Enfin, il n'a pas de prestance, ce type-là. Ça aurait mieux marché que ce soit Enfin, je veux dire, il a un problème. Il n'a pas d'aura, Roman. C'est vrai qu'il est un peu milk. Hein, il est Osef, hein, franchement. Ouais, et pour le coup, le fait qu'il y en ait qu'un, c'est un peu un twist, mais à la fois, c'est un peu décevant aussi, quoi.
Parce que t'as pas ce petit côté ah ok bon bah j'ai la motivation du premier mais c'est quoi la motivation du deuxième, tu vois. Bah là non, là c'est juste bon bah, ok t'es juste ok. Alors attention, voilà ma théorie fumeuse, comme j'en ai souvent. Ici, pour moi, il y a entre guillemets un deuxième tueur, entre guillemets. En fait, Roman, je le vois comme deux personnages différents. Il a vraiment, il y a le réalisateur et il y a l'autre, le frère de Sidney, le tueur, ce que tu veux. Et en fait, pour moi, le deuxième tueur, c'est Wes Craven. Et pendant tout le film, il passe le temps à te rappeler, voilà, ici c'est un film, je tue mes personnages, enfin, il y a vraiment ce côté remettre la fiction comme si c'était, enfin, représenter la fiction comme un univers propre, comme un univers entre guillemets, enfin, qui existe, on va dire. Et moi, je vois vraiment le fait que ce soit un seul tueur, ce qui n'était pas le cas avant, et je parle pas du quatrième comme vous l'avez pas vu, mais soit. Pour moi, j'ai vraiment ce côté où Wes Craven disait, voilà, moi je suis... ils mettent en avant son lien avec ses créations, avec ses personnages. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, je me perds un peu dans mon... Non, je vois, après c'est vrai qu'en fait c'est pas... ça aurait pu être habité si on était plus souvent sur le plateau, que ce côté film dans le film était beaucoup plus présent. Parce que finalement, dès qu'ils y sont, tu comprends, ça prend cette dimension-là, tu vois. De genre, si tu les avais vus jouer des scènes... si t'avais vu une scène de meurtre rejouée dans le film, et que après tu voyais un peu le tueur faire similaire à la scène qu'ils avaient joué le matin, enfin, tu vois, d'un coup t'aurais compris ce côté-là. Ouais, ça manque de lien vraiment. Non, c'est vrai, on voit même pas de scène être filmée ou ce genre de choses, on les voit juste lire un script une fois. Mais en dehors de ça, on voit pas vraiment le film en train d'être tourné ou ce genre de choses. C'est un peu dommage. En fait, je pense qu'on n'a pas besoin de le voir parce que c'est ce qu'on est en train de regarder, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Dans le film, on n'a pas besoin de les voir tourner parce que justement, enfin, je sais pas, j'ai un peu... Non, mais t'as raison. Stab 3, c'est Scream 3 en fait. Enfin, c'est ce que c'était l'idée en tout cas, je pense. Ouais, mais c'est vrai que c'est frustrant en fait parce qu'il y a un côté où à vouloir justement être tellement méta, de se dire bah regardez en fait le film qu'on tourne en fait c'est le film que vous voyez mais on le tourne on le tourne pas parce que finalement vous le voyez. Ça en fait tu gâches l'idée méta de te dire bah en fait ce qui est cool aussi c'est de tourner un film d'horreur pendant qu'il y a un film d'horreur qui se passe sur le tournage quoi. Oui, et surtout que on sent qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'écriture et de production qui font que le film a du mal à être cohérent. Et c'est quand même une idée qui se veut ultra ambitieuse et qui a besoin de beaucoup de cohérence quand même pour ça. Ah ouais, c'est ça. Et en plus, tu as quand même une ribambelle d'idées qui sont mal... Enfin, qui d'un coup, tu te dis, putain, c'est vrai qu'avoir un tueur-réalisateur et pas avoir une séquence où le réalisateur dirige un comédien pendant un meurtre, c'est vachement dommage parce que en vrai, t'aurais grave pu te dire, bah, comment ce gars-là met en scène un meurtre, par exemple, dans la... Et puis même Roman, je trouve qu'on le voit pas beaucoup pendant le film. C'est pas un personnage important. Bah, ils veulent tellement noyer le poisson qu'ils en font une espèce de larve un peu. Voilà, on va le picoler un petit peu à la bouteille. Il se plaint, il fait que se plaindre. À chaque fois qu'on le voit, il râle. Il pleurniche un peu. Tu vois, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'aussi, il a un concept qui est assez fort sur ce côté méta. Mais tu sens que ce qui intéresse finalement les gens, la production, et d'ailleurs même le côté on veut pas montrer le film à la presse, c'est le côté mystère. C'est qui le tueur, machin. Mais ça, au final, on s'en fout un peu, parce que c'est bon, bah c'est juste, enfin, tu vois, c'est artificiel. Et donc il blinde les fausses pistes avec la comédienne qui joue Sidney, avec le flic. Qui est Patrick Dempsey, qui est super. Enfin, tu vois, les deux trucs, c'est genre grosse alarme. Ouais, bien sûr. Regardez, c'est sûrement lui le tueur, machin. Et en fait, ils oublient. Enfin, tu sens qu'il y a deux films en fait. Enfin, il y a deux volontés. Il y en a un qui veut faire un truc. Il y a dans le film, il y a une volonté de méta intéressante avec la réflexion sur le réalisateur, sur qu'est-ce que de la mise en scène, qu'est-ce que du faux, quel film dans le film ou pas. Et là, juste le côté, regardez, on vous fait un slasher mystérieux avec un whodunit comme vous connaissez. Quoi. Ouais, ça marche pas trop. Les deux ne matchent pas très bien. C'est clair. En plus, avec le côté humoristique un peu édulcoré qui saupoudre le tout, qui fait que t'as même pas de la tension pure, donc ça gâche un peu, et c'est pas très drôle non plus, donc t'as pas de l'humour efficace, donc c'est un espèce de gloubi-boulga qui se foire un peu, quoi. Et le fait que ce soit qu'un tueur, ça enlève un petit peu au réalisme du film, parce qu'il y a plein de moments où tu te dis il y a plusieurs tueurs, quoi. Enfin, c'est impossible qu'il y ait qu'un seul tueur sur plein. Que le gars téléphone alors qu'il est juste à côté, par exemple. Oui, voilà. Il y a plein de moments où ça arrive où tu
dis, attends, on l'entend pas là? C'est genre déjà la scène d'ouverture avec la douche, il rentre dans la salle de bain, il est au téléphone, il parle, il chuchote pas, et c'est vrai qu'on l'entend. Mais pour moi, c'est tous ces petits détails qui sont en mode ta gueule, c'est magique un peu. Alors ça rentre dans cette idée. Comme la boîte pour parler. Ouais, voilà, ça sort d'où ça ouais. On n'en a pas trop parlé, mais c'est quand même un des trucs les plus étranges. Enfin, c'est comme si d'un seul coup ils ont inventé un gadget pour le film qui n'existe pas dans la vraie vie. En fait, ce qui aurait été intéressant, c'était que ça aurait été qu'à un moment dans le film qui tourne, de nous montrer à quel point il y a des incohérences et des trucs pas logiques, que dans le film qui tourne, ils acceptent. Pour les rendre logiques dans l'autre film, tout à fait. Pour qu'on se rende compte que nous, on est capable de regarder un film où il y a des incohérences. Qu'en fait, qu'ils appliquent un peu des trucs au film qui tourne pour qu'on se dise, pour que d'un coup ça revienne sur le film qu'on regarde. Parce que moi, je pense que c'était l'idée, mais que ça manque. Ils n'arrivent pas à les crédibiliser, ces idées, en fait. On n'y croit pas. Il y a un problème. On sent que c'est pas réaliste, entre guillemets. Alors, s'ils veulent nous convaincre que ça fait partie de cet univers, que ça a été réfléchi pour, il faut le montrer d'une certaine façon, c'est clair. Et là, ils le font pas. Et du coup, ça paraît juste peu crédible. Ouais, mais c'est vrai. Mais je pense que tu as raison sur l'approche. Tu sens qu'il y a c'est un peu un acte manqué, quoi. Il y a un brin d'idée, mais qui va pas au bout. C'est pas assez bien emballé, quoi, pour que ça soit vraiment signifiant. Ouais. C'est malheureux parce que c'était déjà un petit peu le cas dans Freddy sort de la nuit, dans une moindre mesure, parce que c'est pas tout à fait la même idée, mais il y avait donc c'était le deuxième Freddy réalisé par Wes Craven, qui revenait après des années sans avoir touché à Freddy, et qui qui était assez ambitieux parce qu'il voulait mélanger donc notre réalité et celle de Freddy, et en fait celle cinématographique. Mais il y a des choses qui marchaient pas très bien non plus, mais on sent que c'est une idée qui a beaucoup travaillé Wes Craven et ouais, c'est l'expression que tu as utilisée, elle est très bonne, c'est un acte manqué. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu ce film qu'il aurait aimé faire, où il aurait vraiment réussi ce mélange-là et donné une œuvre ultra méta, mais dans tous les sens du terme. Ça aurait pu donner quelque chose de vraiment grand. Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que moi, autant le 2, tu vois, j'avais vraiment une aversion avec, parce que je trouvais que le film, il apportait rien, et il faisait du méta de cheapos, vraiment le méta bas de gamme de je dénonce un truc, mais je fais pareil parce que c'est compliqué de faire plus intelligent. Donc c'est vraiment tout, moi je trouve ça nul. Ouais. Là, il tente un truc, il y arrive pas du tout, mais tu sens qu'il y a une idée qui, c'est dommage. Et donc je lui en veux beaucoup moins que le 2, moi, pour le coup. Moi, j'ai jamais aimé les méchants du 2, perso. C'est intéressant quand on se dit que Wes Craven n'avait pas envie de faire ce film et je pense qu'il a dû voir des trucs faits par la boîte de prod, des trucs qu'il n'a pas apprécié des Weinstein, etc. Et je pense qu'il a mis toute sa frustration d'être un peu forcé contractuellement de faire ce film. Je pense qu'il l'a mis dedans. Ah, ça se sent, je pense. Et je me demande s'il n'y a pas une sorte un peu d'auto-sabordage aussi dans ce qu'il a fait. Ça, je sais pas. Moi, je pense qu'il a quand même... Il devait faire un Scream, mais je crois qu'il n'avait pas envie de le faire. Ça me paraît... il le dit lui-même qu'à la base, il voulait pas le faire. Donc, c'est assez clair. Et du coup, il y a eu cette idée de mettre sa frustration et de placer des espèces de taquets dans certains dialogues ou quoi à ses producteurs. Et il a repris ce projet qui lui était personnel, et il a essayé de le remettre dans ce film pour quand même faire quelque chose qu'il avait envie de faire, j'ai l'impression. Mais du coup, ça mélange plein de trucs. Ça mélange l'idée de faire un troisième Scream, ça mélange l'idée de placer, de vomir un peu sa haine au Weinstein et à ce qu'il représente et ce que tu veux, plus ce truc de projet un peu de mélange des réalités, méta, tout ce que tu veux, et finalement, ça donne un mélange qui passe un peu difficilement, qui n'est pas très digeste. Donc on est d'accord, c'est quand même grandement de la faute des studios, quoi. Moi je pense. Qui ont mal réagi à Columbine et qui se sont dit il faut. Ouais, mais je pense pas qu'il y avait. Pour le coup, je pense qu'il y a aussi un côté où le gars il a pas réussi à aboutir à son idée. Tu vois, c'est-à-dire que clairement le film il manque de gore. Il manque d'un peut-être de Kevin Williamson aussi. Peut-être aussi. Hein, ouais. C'est vrai que mais tu sens quoi là, le film manque d'un ton et arrive pas à savoir ce qu'il veut faire. Mais ça c'est sûrement un peu la faute des studios. Mais même l'idée de Wes Craven, elle est pas aboutie non plus. Tu sens qu'il a pas réussi à aboutir d'un truc, quoi. C'est aussi leur faute dans le sens où le script était écrit au fur et à mesure. Hein. À partir de là, la cohérence de ton œuvre, elle en pâtit quand même beaucoup. Ouais, surtout pour un projet aussi, pour une idque quand même ambitieuse à mettre en place pour que ce soit cohérent et digeste. Mais en fait, cette idée-là, elle a vraiment besoin d'être super cohérente. Que du début à la fin, tu puisses comprendre cette idée, plonger dedans et plus en sortir et tirer des conclusions et tout. Mais le problème, c'est
tu sors tout le temps de ce truc, tu en ressors, tu en rentres, tu en ressors, tu en rentres, et du coup, bon, ce manque de cohérence fait que le résultat final est vraiment, pour moi, en demi-teinte, pour la plupart des autres, est raté. Et le voilà! L'homme, celui qui a volé à ta mère son innocence. C'est lui qui a fait d'elle une traînée, tu le sais, hein? Elle n'a jamais oublié cette fameuse nuit qui s'est déroulée ici même. Ils l'ont baisé autant qu'ils pouvaient et bousillé sa vie. Et la tienne avec, hein, Sid? Tu le hais, Sid. Dis-le, je le sais. Et même, j'en suis sûr. Je sais qui tu es. Je sais ce qui est arrivé à ma mère. Et je veux que tu saches que je vais te le faire payer. C'est ce que la police va trouver sur le répondeur de Milton, juste à côté de son cadavre, mutilé atrocement. Donc on finit avec Dewey et Gale qui vont se marier et qui vont élever Sidney à la campagne. Sidney laisse la porte ouverte car il ne peut plus rien lui arriver d'affreux. Maintenant, j'étais obligé de le faire au moins une fois. Donc voilà, se termine la saga Scream. Techniquement, c'était là qu'elle était censée se finir, hein, on est d'accord. Ouais. Juste avant, est-ce que je peux revenir sur le meurtre du tueur qui quand même, il y a quand même un moment où il tire sur Sidney à bout portant. Ouais, bah, c'est ce que je disais. Dans la tête, ouais, non, mais enfin. On dirait pas dans la tête. Il n'y a pas d'impact, mais on dirait vraiment qu'il a vise pas des le fausses cou, balles, la à un tête. moment. Bah, on dirait qu'il a des balles à blanc, on dirait carrément, parce que franchement, il Moi, tire je pensais tellement que ça allait être proche. ça, le twist, qu'en fait, il avait chopé un flingue dans la maison du producteur et que c'était des balles à blanc, tu vois. Ça aurait pu être bien, ça. Ouais. Je pensais que ça allait être ça, mais non. Au final, c'est juste que c'est... Qu'elle a un entre nous, gilet. Sidney, au moins une fois par film, ils essaient de nous la transformer en Linda Hamilton, un petit peu dans Terminator 2, tu vois. Genre, elle est badass, elle casse des gueules et tout, elle peut se faire tirer dessus sans Jamie Lee problème. Curtis. Voilà, Jamie Lee Curtis aussi, tu sais. Et c'est marrant parce que c'est toujours qu'à la toute fin du film qu'elle fait ça, parce que pendant tout le reste du temps, elle chiale, quoi. Et donc, je me demande par moments ce qu'ils essaient de faire vraiment avec Sidney. Et en tout cas, dans ce film, c'est un peu étrange parce que elle est pas là pendant une bonne partie du film, mais toute la résolution autour du méchant tourne autour d'elle, alors qu'elle est pas vraiment présente dans le film. Et c'est un peu étrange parce que le film est clairement autour de Sidney et de sa mère, mais Sidney, elle fait rien pendant tout le film, quoi. Il y avait quelque chose à exploiter parce que à la base, Sidney, elle est loin, elle est au Mexique, elle est toute seule et tout, et elle prend la décision après qu'elle ait reçu le coup de téléphone du méchant, elle prend la décision de venir là où il y a l'action, là où il y a les meurtres, etc. Et moi, ça, je trouvais que c'était une super idée parce que ça faisait vraiment, là, elle a passé un cap, maintenant, elle vient se battre, quoi, tu vois. Là, elle vient pour mettre un terme à tout ça elle-même. Et puis, à partir du moment où elle est là, eh ben, on revoit des espèces de scènes miroirs du premier film où on revoit carrément, enfin, la scène des toilettes, c'est vraiment un miroir de ce qu'on voit dans le premier film. Puis elle est de nouveau dans cette maison où elle recourt dans des scènes qui ressemblent aussi aux scènes du premier film. Et tu dis, mais c'est dommage parce que là, au lieu d'évoluer, on dirait qu'elle fait un retour en arrière et qu'elle redevient la Sidney du tout premier film, alors qu'elle aurait pu vraiment venir en mode badass. C'est bon, j'en ai déjà affronté 4 des tueurs, là j'ai plus peur. Tu vois, il y aurait pu avoir... Et en vrai, ça aurait été... Non, mais si ça avait été assumé de cette manière, ça aurait pu être vraiment intéressant. Tu vois, par exemple, qu'elle se retrouve confrontée à l'actrice qui est supposée jouer Tatum. Bah, ça aurait été hyper intéressant parce que d'un coup elle aurait peut-être voulu la sauver, genre instinct, tu vois, la sauver pour exorciser le meurtre de sa copine. D'ailleurs, il y a une référence à Tatum dans le film. Ouais, avec le garde du corps. Non, on dit à Dewey au téléphone. Oui, c'est le garde du corps qui dit à Dewey que sa sœur est morte. Et je me suis dit, c'est la première fois qu'ils font une référence au fait que c'est la sœur de Dewey. Quoi. Et en plus, il le fait même pas à Dewey, finalement, il le fait au tueur, en fait, au téléphone. On le remarque après. Mais il lui dit, je regarde dans ta caravane s'il n'y a pas un tueur, parce que j'aimerais pas qu'il t'arrive la même chose qu'à ta sœur, un truc comme ça. Et c'est vrai que Dewey, moi, j'ai tendance à l'oublier. Que sa sœur s'est fait tuer, assassiner. On le ressent jamais vraiment, tu vois, c'est un peu... Non, on le disait à la fin du premier et au début du 2 aussi, où on disait il n'y a toujours pas de référence à la sœur de Dewey, quoi. Là, enfin, il y en a une. Ouais, bah oui, même si elle est un peu dommage. Parce que c'est vrai que la meuf qui est jouée par Jenny McCarthy, on sait pas qui c'est, quoi, elle. Enfin, dans ah oui, Candy, là. C'est ça, enfin, celle qui joue un personnage qui s'appelle Candy. C'est vrai, on sait pas très bien qui c'est, ouais. Mais après, c'est comme, comment il s'appelle, Tyler, je crois qu'il s'appelle. Oui, c'est vrai que oui. Il joue qui, lui? Non, mais en fait, le délire, c'est que c'est le titre en complet de Stab 3, c'est Retour à Woodsboro.
Donc, ouais, en fait, genre les survivants du premier. Les survivants du premier retournent à là, Woodsboro, mais le reste du cast ne font pas partie de. Ouais, c'est ça, c'est des nouveaux personnages. Voilà, c'est des nouveaux personnages. D'ailleurs, il parle de donc, ça y a au pas début du Tatum, film. quoi, ouais. Tyler, il disait ça, il disait je suis un nouveau. Donc, je sais plus, il dit un truc par rapport à ça. Par contre, c'est sympa de se dire que pendant tout ce temps, ils n'ont pas nettoyé la chatière de Tatum. Elle est encore là. Il y a encore plein de sang dessus, alors que ça fait des années. Ça, qu'ils non, mais c'est ça, tu vois, c'est ça les espèces ouais. d'incohérences un peu bizarres du truc, quoi. Ouais. Après, on peut se demander si c'est pas Sidney qui les voit ou un truc du genre, parce que ça va dans la lignée de voir sa mère à la fenêtre. Là, c'est bon, ça c'était un cauchemar, vous me direz, mais soit là c'était clairement un cauchemar quand elle voit sa mère à la fenêtre, mais bon. Fais attention, Sid. Randy a dit que le tueur était un Superman. Bon, récapitulons tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de Scream 3 ? On va commencer par Zoltan. Bah écoute, je trouve que c'est pas un bon film. Tu sens que c'est un film qui a plein de problèmes, notamment dans son ton, et qui est jamais très impliquant, sauf dans les séquences où t'as un sous-texte qui apparaît. C'est vrai que la séquence où il parle au producteur, on n'en a pas trop parlé. Enfin, on a parlé sans la préciser. Mais elle est quand même, quand tu la revois aujourd'hui, elle fait très très mal, quoi. Enfin, c'est scud sur scud, hein. Vraiment, ils te décrivent quasiment toute la pensée Weinstein, elle est décomposée dans cette séquence-là, donc c'est quand même assez impressionnant de revoir ça aujourd'hui. Et il y a des germes d'idées qui méritaient d'être vraiment mieux exploités. Et je pense que le film il aurait été très bien en fait en tant que deuxième film, quoi. Enfin, tu vois, s'il avait eu la place du 2, que un mélange des deux, un mélange oui, des deux, peut-être un mélange sympa, des deux, pense, mais voilà, tu vois, un espèce de truc où tu sens que t'es pas sur Stab 3, t'es sur Stab 1 dans le film méta, et que on inclut ce côté justement voilà, film d'horreur, tournage de film d'horreur sur les mecs qui sont là pour revivre un peu leur trauma à travers la fiction. Enfin, ça aurait été pas mal parce que finalement les stabs c'est très important, mais tu sens qu'il manque une étape. Et après, en effet, voilà, le côté Scooby-Doo, enfin, c'est un peu grotesque et ça fait jamais peur, mais c'est pas, il me dérange pas dans le sens où j'ai l'impression que c'est plus des bonnes idées un peu ratées, avec quand même une espèce de verbe et un truc à raconter, que juste une espèce de suite opportuniste qui surfe bêtement sur le 2, quoi. Pas comme le 2. Je le préfère largement au 2. Enfin, largement. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est un grand film. Je dis juste que le 2, il m'a rien fait, alors que celui-là, comme tu dis, il y a des idées, il y a des petits trucs par-ci, par-là, où tu te dis, ah, au moins, ils ont essayé des trucs. Ah, mais ils ont fait avec les armes qu'ils avaient, parce que visiblement, les producteurs étaient sur leur dos. Et je trouve que je m'en souviendrai un peu plus par la suite que du 2, mais quand même la résolution en fait c'est tout le dernier acte dans la maison là, je trouve qui gâche un peu le tout, parce qu'il y a quand même des bonnes scènes. La scène avec Sidney dans la maison est super, et aussi le côté l'apparition de Randy qui ne sert à rien et qui dit tout l'inverse de ce que le film veut faire passer, l'histoire de la boîte avec les voix magiques là, enfin c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que là on pouvait vraiment pousser le côté méta, et il l'a fait, mais tout le reste n'a pas suivi en fait. C'est-à-dire que lui il est parti tout seul. C'est ça. Ouais, non mais c'est vrai, je pense que tu as raison, hein. Lui il est parti vraiment à contre-courant. Il est parti tout seul dans son délire, mais personne n'a suivi, quoi, tu vois. Et il a réussi à le vendre, tu vois, sur une idée qui finalement n'était pas l'idée. Enfin, tu sens que il a réussi à le vendre sur une idée qui n'était pas la vraie idée qu'il voulait faire, quoi. Voilà. Genre lui l'idée c'était juste on fait un film avec un tournage de film dedans, quoi. Mais en fait, lui, il en avait un peu plus sous le coude, mais non. Donc j'ai été agréablement surpris, parce que moi c'est la première fois que je le voyais. Je sais pas pour toi, Zoltan, je crois que c'était pareil, la première fois vraiment. Et on à nous part la avait vidéo dit que de c'était Az, énorme. On nous avait dit que c'était vraiment une énorme bouse, quoi, tu vois. Et au final, je peux comprendre ce qui ne plaît pas aux gens, hein, il y a pas de problème. Mais je comprends pas qu'on puisse dire que c'est vraiment de la merde, parce que je trouve qu'il y a quand même un côté, il y a une tentative de l'auteur de faire passer un message. Et surtout de nos jours, quand tu le revois avec le prisme d'aujourd'hui, de MeToo, etc., il a un impact qui a très peu de films sur le sujet qui ont cet impact, je trouve. Et donc, il mérite à être revu de nos jours, en fait, je trouve, ce film. Moi, c'est un film que, malgré tout, j'aime bien. De là à dire que c'est un bon film, je fais la différence entre les deux, hein, mais en fait, moi, bon, j'ai un problème, c'est que je suis un peu un fanboy de Wes Craven, déjà de base. Donc, même quand il fait des trucs
très mauvais, j'essaye de sauver un peu le tout. Parfois, c'est pas possible. Je sais pas si vous avez déjà vu Cursed, son film de loup-garou. Non. Alors, c'est extrêmement mauvais, saboté par les producteurs, hein, mais vraiment très, très, très mauvais. Et ça, c'est moi qui le dis, alors que je le défends toujours. Mais du coup... Et son Dracula, il vaut quoi, Az? Ah ouais, c'est... On en parlera aussi. On en parlera Ouais, peut-être. En fait, le problème de Wes Craven, c'est c'est quand même dur de pas trouver des bonnes idées dans ses films. Voilà, tu vas regarder son film, il y a plein de trucs que tu peux ressortir et te dire c'est pas mal, mais après tu regardes l'ensemble et bon, ça fait les montagnes russes. De temps en temps, moi je trouve c'est très bien. Il y a des films de lui que j'adore. Hein. J'aime beaucoup Les Griffes de la Nuit, c'est un de mes films totems, je l'adore, malgré ses défauts. Et là, dans Scream 3, on voit c'est un peu l'exemple parfait de ça en fait. C'est le film avec des bonnes idées, que ce soit des bonnes idées au niveau de l'intrigue, des discours qu'il a envie d'immiscer dans son film, ou même de mise en scène. Hein. Je trouve qu'il y a des scènes qui sont vraiment pas mal filmées dans ce Scream 3. Mais il y en a d'autres et qui viennent contrebalancer. Et finalement, tu as un truc un peu... Moi, j'essaie d'en tirer vraiment tout le positif que j'ai aimé et j'ai tendance à mettre le reste de côté, ce qui n'est pas forcément bien. Du coup, le film, je l'aime bien. Voilà, c'est ma conclusion. J'aime bien le film et j'aime les idées qu'il a voulu mettre dedans, mais je regrette, hein, parce que on paie à son âme, je regrette qu'on n'aura jamais ce film que j'ai l'impression qu'il voulait réaliser, qu'il avait cette idée vraiment qui était une obsession, et je vous conseille de regarder Freddy sort de la nuit pour pouvoir vraiment comparer et voir que cette idée-là, il l'avait déjà presque 10 ans avant, hein, quand même, hein, je pense. Non, ouais, 10 ans avant, hein, facilement. Je crois que c'est 93, Freddy sort de la nuit. C'est un peu dommage. Le film est pas loin. Bon, pour beaucoup, c'est un navet, mais il est pas loin de sombrer dans le nanar par moment. Et j'aurais bien aimé que le film soit vraiment un nanar. Ça m'aurait fait plus plaisir que de regarder Scream 3. Là, pour moi, non. Pour la mémoire de Wes, non. Mais il est pas loin, hein, par moment. Ah, il est pas loin, ouais. C'est vrai qu'il aurait pu... Il y a de quoi faire. Hein. Tu regardes Parker posé qui joue mal et tout. Tu te dis, il y a un petit truc hein, quand même. En fait, ce qu'il sauve de nanar, c'est sa conscience de lui-même. Tu vois, c'est ça. Parce que je pense qu'il aurait désamorcé, quoi qu'il arrive, les trucs de nanardesque. Mais c'est vrai qu'il est, même en étant conscient de lui-même, il est quand même vraiment pas loin. Hein. C'est vrai que il y a deux, trois moments en mode vers la fin, tu fais ah oui là c'est. Ouais, quand c'est il grotesque, se relève et il faut tirer sur la tête. Enfin, tu vois ça. Enfin, faut lui mettre une balle dans la tête. C'est. En vrai, quand elle ouvre la porte et qu'il tombe dans le lit, genre de truc, c'est quand même un peu nanardesque gaulerie quoi. Moi, ce que je trouve assez fou avec Wes Craven, c'est son rapport avec ses personnages. Il a quand même réussi à créer, alors tout seul ou parfois avec ses scénaristes. Williamson ici dans Scream, il a quand même une grande part dans l'intelligence du premier film et donc dans le succès de la saga. Hein. Faut pas, enfin je l'oublie pas évidemment. Mais par exemple à la mort de Wes Craven, il y avait tous ces dessins, tous ces dessins hommages avec Freddy, avec Ghostface, avec les personnages de La Colline à des yeux, avec comment il s'appelle le personnage de, je crois c'est Shocker, ouais c'est Shocker, je crois son film avec un gars sur la chaise électrique qui devient une espèce de fantôme, enfin bref. Et je trouve que dans Scream 3, on avait vraiment l'essence de ce que beaucoup de gens ont aimé dans son cinéma. C'est son rapport avec ses personnages et qui avait quelque chose qui aurait pu vraiment rester dans les mémoires. Et ouais, ça restera comme un acte manqué quand même, ce troisième Scream. Et je crois que quand même les problèmes de production et d'écriture qui sont liés, malheureusement, ont amplifié les problèmes qu'il aurait sans doute eu sans. Parce que tout mettre sur le compte des producteurs, c'est toujours un petit peu facile quand même. Mais voilà, il y a une sensation amère du fait... Moi, j'ai l'impression que ça aurait pu être vraiment un bon film, et c'est pas le cas. Donc un peu déçu, mais je l'aime quand même. Moi, je lui mets 2 franges de Courtney Cox sur 5. Ah ouais, je l'ai pas encore noté, moi. Je dirais que je vais lui mettre 4 coups de couteau sur 10. Ouais. 4 ou 5 coups de couteau sur 10. Bon, ça... Moi, je note sur 10. Ouais. T'es français, c'est pour ça. Non, c'est parce que, ouais, en plus, c'est vrai. Merci, Az, de nous avoir rejoints. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Abonnez-vous à sa chaîne, Az l'épouvantail, où il parle de tous les films d'horreur. Hein. Et ça m'arrive souvent de développer des théories un peu fumeuses sur des films que personne ne voit comme des bons films. C'est ma spécialité. Mais écoute, c'est une approche du cinéma qui est quand même
qui est quand même génial de théoriser sur les films et tout. Moi j'adore. C'est là-dessus qu'on se marre, quoi. Bah, nous, on se fait plaisir ça... avec ça. Hein, oui, et puis moi, ça me permet de plus apprécier certains films, tu vois, où là, par exemple, ce Scream 3, j'aime, et c'est peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, et que si Wes Craven le pouvait, il me dirait que j'ai tort sur toute la ligne, mais c'est pas grave, parce que moi, ça me permet de plus apprécier le film, donc... Et parfois c'est bien pire, hein, mes théories, donc voilà. Mais j'aime bien, et c'est chouette de pouvoir en parler avec d'autres personnes, donc merci de m'avoir laissé cette opportunité. Après, c'est vrai que, juste pour revenir, mais c'est vrai qu'une théorie, souvent en cinéma, on la formule parce qu'on connaît les obsessions du réal et qu'on connaît le contexte de production. Donc c'est une espèce de, tu vois, de rejoue, entre ce que le film raconte, ce que le réal a l'habitude de raconter et dans quel contexte le film s'est créé. Souvent, tu peux aboutir à quelque chose qui est pas la réalité, mais au moins qui est tangible, parce que ça s'appuie pas sur rien, quoi. J'essaie quand même, quand je fais une théorie comme ça, en vidéo en tout cas, quand je suis au café avec mon pote, là c'est autre chose, mais en vidéo, c'est vrai que j'essaie quand même de développer des théories qui reposent sur quelque chose. Là, c'est par rapport au travail de Wes Craven dans ses autres films, dans ce qu'il a pu dire en interview, dans ce qu'on peut voir dans le film, et après, on essaye de colmater les brèches, on va dire. Donc... c'est la théorie de l'auteur, de toute façon, au final. L'auteur met de lui-même dans le film, et c'est à nous d'essayer de trouver quoi. Et c'est ça le jeu. En sachant que Wes Craven a souvent été vu, surtout au début de sa carrière, comme pas vraiment un auteur. Il manquait un peu de ça. Il faisait que des films d'horreur, ou presque, certes, mais on lui reprochait, au contraire d'un Toby Hooper, par exemple, à qui il était beaucoup comparé, ou d'un John Carpenter, on lui reprochait de pas être un excellent, ou même d'un George Romero, il y en avait beaucoup à l'époque, mais on lui reprochait de pas être un excellent auteur, et je trouve que ça s'est un peu plus développé par la suite de sa carrière, finalement. Comme toujours, un grand merci à nos patous du Patreon. Vous êtes nombreux et on vous aime. Ouais, il faudra qu'on leur fasse un épisode sur Scary Movie bientôt. Ouais, il faut qu'on fasse Scary Movie, on doit organiser ça. Donc vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, @lasagapod, et sur Patreon, patreon.com/plan-séquence pour des épisodes bonus, des épisodes en avance, et des bisous de ma part. Voilà. Ouais. Dans le prochain épisode, on terminera la saga Scream. Jusqu'à ce qu'on voit le 5 en salle. Voilà, jusqu'à ce qu'on voit le 5 en salle, en 2022, si je me trompe pas. Normalement. Ouais, c'est ça. Et on tirera au sort la prochaine saga. Déjà, ça allait vite, hein, j'ai l'impression, Scream. C'est passé vite. 4 films, quand on tient la cadence, ça va. Quand il n'y a pas de pause comme Indiana Jones d'un mois. On fera une pause entre les deux sagas, je pense. Parce que de toute façon, il y a Black Widow qui va sortir, donc on va être obligé de faire Black Widow aussi, d'ailleurs. Dans pas longtemps. C'est quand Black Widow? Dans 2 semaines, non? Aucune idée. Ouais, je crois que c'est ça, hein, dans 2 semaines ou un truc comme ça. Donc on retournera du côté de Marvel Initiative pour faire ça. Enfin voilà, à la prochaine tout le monde. Salut. Ciao. Tu veux me serrer dans tes bras une dernière fois?